Merci à vous tous de nous rejoindre. Je prendrai la parole après parce que d'abord, je donne la parole à mon président, Jacques Faudin, PDG d'HTS Bio, président de RSE Innovation France. Et si on est là, c'est quand même grâce à justement un certain nombre de chefs d'entreprise qui nous entourent, qui nous appuient, qui nous aident. Et voilà, il y a un président, il est là, Jacques Faudin. D'un plus chauve que soi. Ça commence pas bien. Je savais que j'avais besoin de lui. Allez, c'est parti. Ah bien, bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. Alors, au risque d'oublier quelqu'un, bienvenue à tous ceux qui représentent le monde institutionnel. Bienvenue aussi à tous les chefs d'entreprise et tous les participants qui sont ici. Et je voudrais souhaiter une bienvenue et parler pendant quelques secondes, au risque de le mettre mal à l'aise, et féliciter Philippe Girard, sans qui ce forum n'existerait pas. C'est un véritable promoteur de la RSE dans notre région PACA et au-delà aujourd'hui, un bâtisseur et un bâtisseur de ponts. Et je vais prendre pour sujet un peu les ponts. Alors pourquoi ? Alors, qu'est-ce qui nous amène ici aujourd'hui ? En fait, nous sommes assemblés pour contribuer à l'amélioration donc, du bien-être au travail de tous les gens avec qui nous travaillons, bien entendu, pour qu'il y ait des plus-values auprès de ces personnes, auprès de chaque individu, aussi pour apprendre à mieux réduire notre impact environnemental, tout en garantissant, et vous savez, c'est la définition de la RSE, tout en garantissant la prospérité. Et c'est sûrement à ce titre-là que nous sommes présents aujourd'hui. Et je me permets de nous féliciter ou de vous féliciter, parce que si vous êtes ici, c'est qu'il y a des fibres en vous qui vous amènent à un monde plus équitable, plus juste, plus propre, à léguer pour ceux qui vont nous suivre. Alors, j'ai pensé un petit peu comme à la remise des trophées de la RSE, à prendre le sujet de bâtir des ponts. Alors, qu'est-ce qu'un pont ? Un pont, c'est un ouvrage qui relie deux points, et ces deux points sont séparés en général, soit par une dépression, soit par un obstacle. Alors, quel est le rapport entre les ponts, la dépression et les obstacles ? Ma réflexion, et je pense que nous l'avons chacun, la même réflexion, c'est le clivage qui peut exister entre entreprises, au sein d'une même entreprise, entre services, et aussi le clivage qui existe malheureusement depuis très longtemps entre le monde représenté par les institutionnels et le monde des entrepreneurs. Alors, au lieu de ces clivages et de ces guerres intestines qui pourrissent un petit peu et viennent polluer notre existence, je propose que nous nous transformions pour un temps en bâtisseurs de ponts. Alors, nous ne sommes pas des ennemis, nous allons ensemble dans une direction qui est commune. Et je prends l'exemple un petit peu du paquebot. Un paquebot, il ne peut prendre qu'une seule direction. Si sur ce paquebot PACA, ce paquebot territorial, ce paquebot France, chacun veut aller dans sa direction, le paquebot n'atteindra pas son objectif. Je voudrais donner deux exemples qui m'ont permis dans mon entreprise de me rapprocher des institutions. Le premier, j'ai vécu une confrontation avec une inspectrice à la DGCCRF il y a quelques années. Impossible d'avancer, la situation était complètement bloquée, menacée de mettre au tribunal, etc. J'ai demandé un entretien avec le directeur départemental. J'ai eu cet entretien, le problème s'est réglé en moins de 10 minutes et je n'ai plus jamais eu de problème auparavant. Donc ce qui paraît impossible est toujours possible avec des institutionnels. Il suffit d'ouvrir les bonnes portes et de voir les bonnes personnes. Un autre exemple que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est un exemple d'une collaboration étroite que j'entretiens depuis 25 ans avec le CNRS. Je suis dans un métier de sciences, les biotechnologies environnementales, et je suis sur Gémenos, et à 20 minutes de chez moi, il y a, pas loin d'ici, l'Institut méditerranéen des microbiologies. 400 personnes, un pôle d'excellence, un matériel extraordinaire. J'ai approché ces gens il y a 25 ans. Nous sommes liés d'amitié. Et aujourd'hui, j'ai 2 directeurs de laboratoire du CNRS
qui sont employés à temps partiel dans mon entreprise. Ce sont les seuls fonctionnaires qui peuvent consacrer un jour de la semaine dans une entreprise en ayant un bulletin de salaire du privé. Les bénéfices, autant pour le CNRS que pour nous, sont extraordinaires. Nous avons même aujourd'hui, depuis pratiquement 2 ans, un docteur en microbio qui est employé à 100% par ma société et qui ne prend jamais son poste chez moi, mais qui prend son poste au CNRS, en toute légalité. Pourquoi je donne cet exemple ? Parce que seulement 12% du CNRS a des relations avec le monde du privé. Alors que c'est à côté de nous, c'est à notre portée. C'est une manne extraordinaire. C'est autant enrichissant pour nous que pour le CNRS. Et il y a bien d'autres institutions auprès desquelles nous devrions nous rapprocher pour gagner du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va bâtir des ponts ? Est-ce qu'on veut bâtir des ponts avec ceux qui parfois nous font peur ? Alors, la clé pour promouvoir les valeurs, voire les vertus, je pèse mes mots, qui nous animent, eh bien, cette clé, elle dépend uniquement de nous. Nous sommes à la fois les décideurs du public, nous sommes les décideurs du privé, et c'est à nous de bâtir des ponts. Même si cela paraît utopique, il faut rêver. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, parce que nous avons rêvé de quelque chose de meilleur. La RSE, c'est un tremplin pour nous, pour chacun d'entre nous. Elle nous réunit ici aujourd'hui, tous ensemble. Il faut continuer à projeter ce rêve et l'amener vers un monde qui sera encore meilleur. Alors, je me permets de féliciter chacun d'entre vous. J'ai mis un peu cette dernière image ici. Et je voudrais terminer simplement avec un petit peu de poésie et quelques citations. Un pont, c'est un lien où il n'en existait pas. C'est une route qui s'ouvre, un chemin qui s'invente. Un pont permet d'appartenir aux autres et de rencontrer chacun. C'est beau, c'est unique, c'est le fruit du mariage, du génie et de la volonté, comme un être vivant. Alors, bâtisseurs de ponts, bonne journée à chacun. Merci. Alors justement, vous avez parlé de rencontres. Eh bien, c'est grâce à une rencontre avec le conseil régional il y a 14 ans que nous avons lancé les premiers trophées RSE, puisque vous savez qu'on fait le forum RSE et les trophées RSE. Ce sont les syndicats salariés et patronaux qui, main dans la main, récompensent les entreprises d'une région. Et nous avons continué grâce au forum. Et donc voilà, la région est aujourd'hui notre partenaire principal. Et j'accueille tout de suite, pour représenter Renaud Muselier, Philippe Morizot, qui est conseiller régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, vice-président de la commission Industrie, Innovation, Nouvelles Technologies Numériques et vice-président du Conseil des territoires d'Istres Ouest-Provence, conseiller municipal de Fos-sur-Mer. Voilà, on sait tout. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je ne vais pas reprendre le pédigré. Je suis très heureux de représenter le président Muselier aujourd'hui parmi vous, qui vous prie de bien vouloir l'excuser, mais soyez sûr qu'il se tiendra au courant, parce que ce sont des sujets qui le passionnent, vous le savez, qui se tiendra au courant et qui s'informera de tout ce qui se fera et dira au cours de ce forum. 4e édition, la région partenaire évidemment, donc je m'associe aux remerciements et aux félicitations du président Faudin. Je remercie et je félicite aussi le directeur Philippe Girard pour cette organisation exemplaire. Moi j'ai été très impressionné par ce qu'on a vu tout à l'heure, toutes les entreprises présentes. On a parlé de territoire, vous avez parlé de pont, Monsieur le Président. Soyez sûr que la région, depuis que nous sommes aux affaires, depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, a travaillé à travers les 2 présidents successifs, le président Estrosi et le président Muselier, à reconstruire des ponts qui s'étaient un petit peu délayés pendant 18 ans entre l'institution région, conseil régional et les entreprises. J'ai parlé tout à l'heure en ouverture, lors de la petite conférence de presse, qu'il était très important dans le cadre des relations entre les territoires et l'entreprise de créer ce que j'ai appelé un premier cercle vertueux, à savoir que le territoire agit un peu comme une matrice, un placenta, c'est le mot que j'ai utilisé, pour nourrir notamment les plus jeunes entreprises et les start-up. Si cette matrice est saine, si elle-même fonctionne dans un bon état d'esprit et bien gérée, les entreprises qu'elle va nourrir quelque part, et je ne parle pas que de subventions, vont croître de façon exponentielle et à leur tour, lorsqu'elles auront atteint une
d'une certaine taille pourront rendre au territoire ce qu'elles auront reçu. Et donc c'est ce cercle vertueux, premier cercle vertueux sur lequel il faut travailler et sur lequel, encore une fois, au nom du président Muselier et du président délégué Estrosi, je vous assure que nous travaillons avec ma collègue Anne-Claudius Petit, que je salue au passage, et tous nos autres collègues élus, à reconstruire et à optimiser. Alors évidemment, les actions d'aujourd'hui feront la qualité de vie de demain, et au niveau politique, c'est quand même l'objectif numéro 1, et ça passe aussi par la création d'emplois. Donc nous ne voulons pas d'une écologie, je l'ai dit également tout à l'heure, d'une écologie punitive, idéologique, mais nous voulons d'une écologie et de cercles vertueux qui conduisent vers, qui soient au service de l'entreprise et de l'emploi de demain. Et ça, nous voulons le décliner dans tous les domaines de compétences régionaux, de la région, qui sont de plus en plus nombreux, avec la loi NOTRe, nouvelle organisation du territoire de la République. Je rappelle que la région est chef de file du développement économique et de l'innovation. Et donc, nous voulons décliner tous ces sujets, tous ces enjeux à travers notre politique régionale. L'objectif qui a été longuement martelé et qui continue de l'être et sur lequel nous continuons d'agir, c'est de faire de la région le moteur des accords sur le climat. Pour cela, concrètement, nous allons consacrer 20% de notre budget 2018 à tous ces enjeux. Et l'idée, c'est d'aller vers 30%, c'est-à-dire pratiquement un tiers d'ici la fin de notre mandat. Notre objectif, c'est d'avoir une cote d'avance. Alors ça se traduit, je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais par exemple au niveau de la transition énergétique, au niveau du budget 2018, c'est 6 millions d'euros en plus, donc plus de 300% en investissement sur 2018. Le budget mer et littoral, c'est plus 20% en investissement. Le budget gestion des déchets et économie circulaire, c'est plus 60 millions d'euros en fonctionnement sur 2018. La région interviendra tout à l'heure au niveau des tables rondes, donc vous aurez toute l'attitude pour ceux qui sont intéressés sur le fameux pont entre l'institution régionale et les entreprises d'interroger les services régionaux et notamment M. Dominique Giabiconi qui est chef de projet économie circulaire et RSE au service économie circulaire et de proximité à la région. Au niveau de la table ronde numéro 6, je crois. Atelier sur les aides publiques. Voilà. Donc concrètement, au niveau de la région, nous avons développé ce qu'on appelle le parcours performant et responsable en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des partenariats au niveau de l'État, de l'ADEME, de la Chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Chambre des métiers et artisanat de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, tout ça est décliné, je vous l'ai dit, sous forme de partenariat, d'action et d'engagement financier. Ce parcours est déployé à travers les réseaux consulaires, à travers les pôles de compétitivité, à travers les organisations professionnelles. Nous avons également des outils de financement, des conseils en communication et évidemment ce forum pour lequel nous sommes un des partenaires principaux qui est une pièce majeure du dispositif et de la mise en œuvre de la politique de RSE de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous souhaitons également, à travers cette politique, contribuer au plan climat régional. Donc, depuis 2015, on a plus de 300 entreprises qui ont intégré le parcours dont je vous parle, le parcours performant et responsable en PACA. Ce soutien à la politique RSE et économie circulaire au niveau de la région se traduit par 2,8 millions d'investissements sur 2018. Et en termes d'outils, donc nous avons pour ces entreprises des autodiagnostics en ligne, ce qu'on appelle des visites RSE pour après pouvoir faire intégrer ce parcours à ces entreprises. Il y en a eu 275 depuis 2015 et une centaine attendues en 2018. Un chéquier conseil, des appels à projets Fili Déchets pour le financement, pour les co-conceptions, le recyclage des produits. Ça a concerné 30 entreprises par an. Le contrat pour l'emploi et le développement responsable des entreprises, le fameux CEDRE, 25 entreprises par an. Un appel à projets transition économique et écologique des entreprises et un cadre pour l'écologie industrielle et territoriale avec pour objectif 250 entreprises en 2018. Voilà donc le petit tour d'horizon rapide que je voulais vous faire ce matin au nom de la région et de son président.
Je vérifie que je n'ai rien oublié. Voilà, donc je rappelle, nous interviendrons au niveau région à l'atelier thématique de tout à l'heure au cours de la table ronde numéro 6, une COP d'avance. Cet après-midi sur les aides publiques également pour toutes les startups qui ont des questions à vous rendre sur le stand de la région où vous trouverez des gens particulièrement compétents et impliqués pour répondre à toutes vos questions et essayer de trouver des solutions à vos problématiques liées au sujet du forum d'aujourd'hui, si vous en aviez, mais je pense que tout le monde en a et que l'objectif, c'est d'y répondre de façon efficace. Voilà, je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Je salue la Directe, l'ADEME aussi qui est partenaire et qui nous aide à faire de ce forum une réalité. Et j'appelle tout de suite pour représenter le ministère de la Transition écologique et solidaire et représenter la direction régionale de l'Adréal, Corinne Thouas. Bonjour à toutes et à toutes, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous pour cette 4e édition du Forum. Cette édition est pour la première fois parrainée par Nicolas Hulot, un ministre d'État, ministre de la Transition écologique solidaire, qui espère lui donner une plus forte visibilité encore et susciter des vocations, puisque évidemment notre souhait à tous, c'est que de plus en plus d'entreprises dans nos régions s'inscrivent dans cette démarche de RSE. La tenue de ce forum est pour nous, service de l'État, non pas un peu l'aboutissement de notre partenariat, mais un marqueur un peu dans notre travail de longue haleine, de partenariat entre institutionnels. J'ai bien aimé le beau bâtiment dans lequel vous avez rangé les institutions, entre institutionnels et différents acteurs du territoire, la région évidemment, et les entreprises. Je voulais simplement rappeler, puisque j'aime bien cette idée du pont, effectivement, étant ingénieur des ponts et chaussées moi-même, je suis forcément très flattée, en tout cas, que les services de l'État dont vous avez rappelé qu'ils avaient un rôle réglementaire d'abord, sont aussi des acteurs qui essayent d'insuffler, d'initier des initiatives, d'être partie prenante d'une espèce de direction commune qu'on se donne ensemble dans nos territoires pour faire à la fois progresser nos entreprises et pas seulement à travers la réglementation. Donc je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de le rappeler. Alors, les entreprises qui se sont engagées dans ce chemin de la RSE, c'est une démarche volontaire. C'est une démarche qui, je crois, quand ils le font, leur permet de valoriser beaucoup d'initiatives, d'avoir des retombées positives, y compris des retombées économiques et concurrentielles, leur permet de développer un meilleur climat social souvent, leur permet de limiter leur impact environnemental, et en tant que directrice de l'Adréal, évidemment, je fais tout pour encourager de telles initiatives, et Dieu sait que dans notre région, nous avons besoin de travailler sur cette question de la limitation de l'impact environnemental, et donc, c'est vrai que nous sommes très engagés pour inciter les entreprises à mener ces démarches. Je rappelle que le Premier ministre, dès 2013, a créé au niveau national une plateforme qui s'appelle Plateforme nationale RSE, qui est animée par France Stratégie, qui permet à tous les acteurs concernés au niveau national, qu'ils soient entreprises, représentants patronaux, syndicats, pouvoirs publics, chercheurs, ONG, etc., de travailler ensemble. Et nous avons, à la même période à peu près, en région PACA, décliné cette dynamique de logique de plateforme qu'on appelle, nous, RS-Tank. Moi, je ne suis pas fanat de ce nom-là, mais si vous voulez en trouver un autre. RS-Tank, qui est conçu de la même façon avec les services locaux de l'État et l'ensemble, la région et l'ensemble des acteurs, pour essayer également de proposer ces lieux d'échange et ces lieux de partage pour progresser en la matière. Nous sommes en train d'essayer d'ailleurs de faire converger un peu un partenariat entre ces deux plateformes, la plateforme nationale et la plateforme régionale, qui est une plateforme unique d'ailleurs en France. Et nous sommes globalement en France, la région PACA, très en avance sur ces questions de RSE. Je crois qu'on peut s'en féliciter. Notre partenariat en région aussi s'est traduit par une démarche qui s'appelle Parcours performant et responsable en PACA, qui est une démarche dans laquelle nous sommes très engagés avec la région et qui permet d'accompagner les entreprises. On a quand même plus de 300 entreprises, je crois, dans la région qui se sont engagées et plus de 2000 qui ont été sensibilisées grâce à ce dispositif-là.
Nous sommes évidemment très présents au cours du forum, nous sommes présents dans les tables rondes, etc. Nous avons notamment partagé une table ronde sur les déchets ce matin avec Madame Petit. Donc voilà. Le délégué, le chef de la délégation développement durable du ministère est également présent aujourd'hui. Je crois qu'il est aussi mobilisé parmi nous. L'ensemble de nos collaborateurs sont présents et seront heureux de travailler avec vous aujourd'hui. Je vous remercie et je remercie bien sûr le président Faudin et Philippe Girard pour l'organisation et pour le travail que nous faisons ensemble tous les jours et que nous allons continuer à en faire ensemble au cours de cette année. Je vous souhaite à tous un très fructueux forum. Merci. Merci beaucoup. Bien, il y a une phrase qui dit que quand l'orage arrive, il faut le savoir danser sous la pluie. Je pense qu'elle est bien appropriée aujourd'hui avec ces jours de grève. Malheureusement, il y en a une qui n'a pas pu danser sous la pluie, c'est Corinne Lepage. Elle vient de nous avertir, l'avion a été bloqué, donc elle ne pourra pas être avec nous. Mais on donnera la parole quelques minutes à Jean-Charles Lardic, un moment sur la transition juridique, parce qu'il en a été à l'initiative. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il est là. Ah, il est là, voilà, c'est ça. On regarde toujours là-bas. Et voilà. Et sinon, voilà, merci à vous d'avoir bravé le mauvais temps, les grèves, pour être avec nous. Voilà. Je vous le dis comme ça, mais à un moment, il y a un coup de fil de Joël Tronchon, directeur du groupe SEB, qui m'appelle et qui me dit voilà, il y a les grèves, mon train est supprimé, etc. Mais c'est pas grave, je prends la voiture, j'arrive de Lyon, et puis voilà. Donc il y a des gens qui sont vraiment investis, il y a des gens qui ont vraiment envie d'y aller, et on essaye de vous les présenter. Et voilà, par exemple, un bel exemple. Donc merci d'avoir fait cet effort, parce que pour nous, c'est important. On est un forum national, on vient d'être reconnu par le ministre Nicolas Hulot. Donc ça veut dire que ce qu'on œuvre de faire sur cette région commence à avoir un écho national, puisque notre travail à nous, c'est de citer ce qui marche pour inciter les autres entreprises à suivre l'exemplarité. Ça fait 4 ans qu'on essaye chaque année de vous apporter sur cette région des nouveaux modèles économiques, mais qui ne sont pas des nouveaux modèles économiques qui vont se faire demain. Ce sont des choses qui se sont faites déjà aujourd'hui, et que si vous ne montez pas dans les trains, eh bien, les trains sont déjà partis, et à mon avis, c'est trop tard, et vous allez rester sur le quai de la gare. C'est peut-être un mauvais jeu de mots aujourd'hui de dire ça, mais je pense que c'est une grande réalité. Et justement, on vous apporte différents intervenants, différents ateliers, différentes conférences qui doivent vous permettre de savoir dans quel train monter, quoi faire dans vos entreprises, et surtout avec l'assurance que ça marche. Voilà, on n'est pas là pour vous faire des discours, ce sont des gens qui font, qui vous disent ce qu'ils font, comment ils font. Maintenant, il suffit juste de prendre et de réaliser chez vous. Pour animer cette plénière, exceptionnellement, j'ai demandé à Edmund Platt, voilà Edmund, si tu veux bien te lever. Alors, Edmund, voilà, présente-toi en 2 mots. Bon, enchanté, bonjour tout le monde, merci beaucoup Philippe. Je ne vais pas remercier tout le monde, sinon on est là jusqu'à 13h. Merci beaucoup, je suis le président de Un déchet par jour, l'initiative marseillaise qui encourage tout le monde de ramasser au moins un déchet par jour, le mettre à la poubelle, idéalement la bonne. Je suis prof d'anglais à Marseille, je fais du business English au sein des TPE, les PME marseillais pour vivre. Mais je suis invité aujourd'hui pour soutenir Philippe, rendre ce séminaire, les sujets comme le RSE très sérieux, rendre ça un peu ludique, comme on fait avec les déchets. Les déchets, nous sommes dans un état d'urgence au niveau de la plastification de la mer Méditerranée. C'est la mer la plus polluée du monde. Je ne sais pas si vous le savez, mais 300 millions de macro-déchets, c'est trop. Et je suis là pour faire le lien, le bridge, entre ce que les gens font dans leurs entreprises, que je soutiens, mais ce n'est pas la peine que l'entreprise fait tellement d'efforts et après, le soir ou le week-end, ses employés jettent leur mégot de la voiture. Il n'y a pas de sens. Alors on est là pour ça, on intervient dans les entreprises, nous avons une stand. J'ai hâte de faire le mieux que je peux sans dire de gros mots avec Philippe, quoi. Merci, c'est un Anglais, donc qui a une vision anglaise et qui a une vision régionale, parce qu'il est venu s'installer à Marseille, justement pour pousser tout le monde, et je trouvais que son regard décalé pouvait nous être utile. Alors il est temps de vous présenter nos invités. Donc Joël Tronchon, directeur développement durable du groupe SEB, donc c'est le leader mondial du petit équipement domestique, 286 millions de produits par an, 6,4 milliards d'euros, 35 000 collaborateurs dans le monde. Voilà, et vous avez occupé plusieurs postes, chez Tefal par exemple, et maintenant, eh bien, vous avez été aussi chez L'Oréal, et chez Casino, et maintenant chez SEB. On est bon ? C'est bon. Parfait.
Gilles Béraud. Alors, Gilles Béraud, vous êtes délégué général Fondation des Transitions et directeur général de la Maison Méditerranée du Climat à Tanger. Vous avez été élu à la présidence du comité 21. Vous avez été président de la solution COP 21 et du pavillon de la France au sommet de la Terre Rio 2012. Vous avez été aussi membre de la plateforme nationale RSE. Vous avez piloté le programme de la MedCOP Climat de Tanger et la réalisation de l'agenda méditerranéen des solutions pour le climat. Et vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages sur le développement durable 2.0, Nouveaux imaginaires pour un monde durable et Atlas du développement durable. On est bon ? Oui, on n'est pas là pour raconter ma vie. Donc non mais voilà, on vous situe. Philippe Brun, alors ça va être court, parce que vous avez fait plein de choses, mais aujourd'hui on va parler de ce que vous faites. Vous êtes corporate vice-président monde des ressources humaines et de la RSE de ST Microelectronics, et vous êtes aussi président de l'IUMM, c'est l'Institut de la métallurgie, industrie métallurgique, PACA. Voilà, donc vous avez fait un séjour chez Péchinet, et après vous avez rejoint ST Microelectronics. Boris Isbey, il est cofondateur du LabRH. Donc vous êtes docteur en philosophie et entrepreneur. Vous êtes cofondateur du LabRH qui regroupe 400 startups réunies pour favoriser le développement de l'innovation, des ressources humaines. Et voilà, vous avez des startups qui sont dédiées à réinventer la manière de recruter, de former et de travailler. Donc vous allez nous expliquer un peu tout ça. Vous aidez à la transformation des entreprises et des territoires. Vous aussi, vous êtes l'auteur d'une douzaine de publications individuelles et collectives, dont Innovation RH aux éditions Duno, qui décrivent les chemins vers la société de demain, ou les ponts, comme dirait mon cher président, il faut lui rendre honneur. Voilà. Et Fabien Gillot, champion olympique de natation en 2012, champion du monde à 5 reprises et 4 fois champion d'Europe. Vous êtes le nageur le plus titré de l'histoire, capitaine de l'équipe de France de natation et pilier du relais 4 x 100 mètres nage libre. Vous avez su conjuguer singularité pour transformer un sport individuel en une réussite collective. Vous intervenez dans de nombreuses conférences et dans de nombreux groupes français. Vous êtes aujourd'hui président du Conseil national du sport et président de la commission des athlètes du Comité national olympique du sport français et membre actif de la commission d'organisation des Jeux olympiques 2024. Vous êtes aussi chef d'entreprise en tant qu'agent général AXA avec 4 agences créées sur le territoire. On est bon ? Parfait. Et bien alors maintenant, on se lance dans l'arène tout de suite. Gilles Béraud, vous êtes directeur des fondations des transitions. Donc, fondateur des transitions, c'est un think tank. Et on voulait savoir qu'est-ce que ça voulait dire, puisque la thématique de ce forum et de cette plénière, c'est quand entreprise et territoire se réinventent. Merci beaucoup de l'invitation. Bonjour à tous. Bravo aussi, parce que je voulais confirmer ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, j'ai entendu 14 ans et tenir 14-15 ans des projets de ce type, c'est compliqué. Et je me rappelle effectivement le tout petit Philippe Girard qui rêvait dans mon bureau il y a 15 ans alors qu'il voulait faire un trophée. Et on l'a un petit peu aidé et aujourd'hui ça donne ça et je crois qu'on est tous très contents. Alors, pour venir sur le thème et cet enjeu important, je crois qu'on est déjà sur une période tout à fait particulière où tout semble possible. Et je crois que tout l'est. Et même la question maintenant n'est même plus tant de faire exister des projets, mettre en œuvre des technologies, que de changer d'échelle. Parce qu'on fait beaucoup de choses, mais rien n'est suffisamment à l'échelle par rapport aux difficultés qu'on peut avoir, que ce soit sur le plan climat, ressources, énergie, et bien sûr aussi sur le plan social. Et je crois qu'en Méditerranée, on est très, très confronté à ça. Alors on a aussi une opportunité qui arrive, qui est la loi Pacte. Je crois que l'entreprise aujourd'hui... La loi Pacte, qui va arriver dans quelques jours, elle est présentée en principe en Conseil des ministres le 2 mai. Je dis en principe parce que les choses peuvent changer. C'est le renouveau de l'entreprise. C'est l'entreprise à objet social élargi, l'entreprise de mission. C'est l'opportunité de faire savoir que l'entreprise peut prendre pleinement sa place dans la société, bien sûr en innovant sur le plan technologique. Et il y a des beaux exemples ici à côté de moi, mais aussi en innovation sociale, sociétale, et y compris comme des sociétés comme Pierre Fabre, ce qu'on ne sait pas, est une entreprise à but non lucratif parce qu'elle appartient à une fondation qui redistribue quasiment tous les résultats pour aider à la question de la santé en Afrique et ailleurs. Donc il y a déjà plein de choses qui se font. La question aujourd'hui, c'est comment accélérer, et comment accélérer les choses si on n'est pas en multi-acteur comme ici aujourd'hui, et si les territoires ne jouent pas pleinement leur rôle. Et pour ma part, je me suis réjoui que les régions aient un rôle renforcé sur le développement économique, mais évidemment, il ne faut pas qu'ils oublient de travailler avec les amis de l'Adréal, de la Direct, avec les ONG, avec les partis, avec tout le monde. Je crois que c'est l'animateur aujourd'hui du développement. Mais pour ça, on a besoin de réussir ces transitions. Réussir les transitions, c'est-à-dire qu'on ne les subit pas forcément. Vous savez,
En me baladant beaucoup entre numérique, développement durable et autres, j'entends des gens me dire « Ah, mais j'en ai marre, je subis les transitions du développement durable » et d'autres qui me disent « Je subis les transitions du numérique ». Non, je crois qu'il faut qu'on prenne tout ça en main et qu'on en fasse quelque chose de positif et qui fait que ce monde qui bouge très très vite, ce monde de l'incertain, du complexe dans lequel on bascule, on ne le subisse pas, mais on le prenne en main et on en fasse quelque chose de très positif et constructif. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ces transitions sur lesquelles vous travaillez ? Concrètement, nous, notre objet, c'est d'être un think tank. Un think tank, ça veut dire qu'on outille les gens, mais je ne suis pas trop là pour vendre ma structure. Mais en gros, l'important, c'est, parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons ça, c'est d'outiller les gens pour qu'ils vivent au mieux les transitions et qu'ils s'approprient tout ce qui se passe, que ce soit de la technologie, de l'IA ou d'autres, et pour en faire quelque chose de positif pour la société. Et là, l'entreprise a un rôle important à jouer. Si elle intègre pleinement, et on a développé une petite méthodologie en 5 points, la question de l'innovation technologique, elle est importante parce que c'est comme ça qu'on mobilise les jeunes, toutes ces générations-là qui est natif des réseaux sociaux, des jeux, de Minecraft et autres. Allez voir, si vous ne l'avez pas encore fait, le dernier film de Spielberg. Il faut s'approprier ces technologies-là. Si on n'est pas capable d'être un coup d'avance technologique, on n'aura pas les jeunes avec nous. Et déjà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à cette table. On est tous un peu vieux. Pas tous, pardon. On a un jeune. Alors ça, je sais que c'est un peu facile, mais je crois que c'est d'habitude, je refuse d'intervenir quand il n'y a pas au moins une femme, et c'est vraiment parce que c'est Philippe. Je vous rappelle juste qu'il y avait Corinne Lepage qui était prévue. Absolument. Et que cet après-midi, nous avons une deuxième plénière. Nous avons Catherine Chabot dans la salle qui est arrivée, qui est une navigatrice, qui sera dans la plénière 2. Nous avons Régine Weimar, qui est la directrice générale de HOMME, qui sera avec nous aussi. Et voilà. Donc nous aurons aussi des femmes. Voilà. On n'a pas de chance avec ces grèves, et encore une fois, bravo, mais c'est vrai que c'est une vigilance qu'il ne faut pas perdre. Le deuxième point, c'est que c'est pas parce qu'on est innovant sur le plan technologique qu'il faut oublier de l'être sur le plan du modèle économique et des modes de financement. Et ça concerne l'entreprise, comme ça concerne d'ailleurs toutes les autres activités. Le troisième point, c'est la capacité à attirer les talents. Il faut, sur toutes ces technologies, du green, sur la RSE, etc., être capable d'attirer ceux qui ont du talent et qui ne s'intéressent pas forcément à ces sujets. On a énormément progressé, mais on n'y est pas encore. Le quatrième point, c'est celle de l'acceptabilité, une transition. C'est de la transformation. 70% des gens probablement sont conservateurs. Et là, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des gens qui font de la socio, qui font des choses comme ça. Et le dernier point, c'est celui des temporalités, parce que quand on fait une transition, le propre, c'est pas tout changer en même temps. C'est vrai sur le plan générationnel, c'est vrai sur le plan culturel, c'est vrai sur plein de plans. Et cette vision globale qu'on doit avoir, c'est celle aussi des multitemporalités. Et là, le chef d'entreprise ou le directeur développement durable a un travail particulièrement difficile. Je crois que c'est aussi pour ça que Reset existe. Tout ça, effectivement, ça nous amène à créer des liens, des ponts, des bridges, mais surtout à avoir une vraie grande alliance qui passe par la RSE pour le développement de l'emploi, de l'économie, de la richesse et de la prospérité, qui est un mot, effectivement, que j'aime très bien. Cette vraie question, c'est aussi d'accepter fondamentalement la petite phrase de Mark Twain que j'aime bien. Il ne savait pas que c'était impossible. Aujourd'hui, on a un peu progressé. On sait qu'il y a plein de choses de possibles. Maintenant, à nous d'en faire un vrai grand projet global, partagé, etc. Et surtout qui est un vrai accélérateur, un vrai levier de transformation sociétale. En gros, le message, c'est que toutes ces transitions, elles sont là, elles existent. À nous d'en faire quelque chose de positif. Ok, très bien. Alors, le but de cette table ronde, c'est pas des interventions les unes derrière les autres. Vous pouvez réagir, rebondir. Mais je me suis appuyé sur Gilles parce que comme c'est la fondation des transitions et que c'est très large, eh ben voilà, Gilles, vous pourrez réagir justement sur les propos de nos autres intervenants. Alors justement, on parlait de transition, de réinvention. Joël Tronchon, le groupe SEB s'est complètement réinventé aussi. On a encore du travail. On est sur la voie. Voilà. Pour boucler, Philippe, sur les territoires et puis le lien qu'il y a entre innovation, territoire et entreprise, je vais vous prendre plusieurs exemples concrets. On parle de l'économie circulaire, très bien. Alors, on peut rappeler rapidement pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire. Et c'est quoi votre problématique, en fait, surtout? Ce qui est intéressant, c'est partir de votre problématique. Nous, on a l'économie circulaire, je la définis très rapidement, c'est en fait l'économie des boucles. Les boucles, c'est quoi? C'est qu'au lieu de prendre des matières premières, de les transformer, de les jeter en fin de cycle, et donc de gaspiller beaucoup de ressources, et c'est de se dire, je vais vous donner un exemple très concret, nous, on vend 9 produits par seconde. Donc on pourrait générer des tonnes et des tonnes de déchets. On en génère d'ailleurs. Et notre problématique, c'était celle-là.
quelle responsabilité d'entreprise on a quand on vend 9 produits par seconde. Ça fait beaucoup. C'est d'imaginer des boucles de matière pour que les déchets de nos produits en fin de vie, que ce soit des casseroles ou bien des articles de petit électroménager, des aspirateurs, peu importe, soient récupérés, recyclés, et que nous, on fasse des choses avec le plastique recyclé ou l'aluminium recyclé pour faire des matières premières secondaires, pour faire des nouveaux produits. Voilà notre problématique. Alors, pourquoi vous n'y avez pas pensé avant? Parce que ça semble tellement logique. C'était quoi? Ça représentait un coût très important? C'était pas dans l'air du temps? C'est simple à énoncer, c'est compliqué. Parce que les boucles, c'est pas théorique. Les boucles, c'est forcément il faut dépasser déjà les frontières de l'entreprise. Pour faire des projets d'économie circulaire, il faut des acteurs qui dépassent. Je vous donne l'exemple. On est obligé, pour faire par exemple de la réparation de produits ou du recyclage, on travaille avec des éco-organismes, des collectivités locales, donc des éco-organismes comme écosystèmes, des collectivités locales, parce que les déchets, à un moment, ils sont sur les territoires. On travaille avec l'économie sociale et solidaire, parce que c'est des acteurs qui retraitent, qui démantèlent, qui dépolluent tous ces matériaux de déchets en fin de vie, et qui en font des ressources intéressantes pour les entreprises derrière, des nouvelles matières premières. Donc, le maître mot déjà, c'est ces écosystèmes-là à construire, ça prend du temps. C'est pas juste, on va créer des boucles, ça c'est facile à dire dans une conférence. Donc des territoires, des acteurs du territoire, ça c'est compliqué à construire, parce qu'il faut se mettre d'accord sur comment on partage la valeur, qui fait quoi, qui paye quoi, et quel mécanisme de financement il y a derrière. Donc en fait, c'est très compliqué l'économie circulaire à réellement mettre en œuvre. Et c'est vrai pour les matières recyclées, mais c'est vrai pour la réparation, qui est un autre domaine sur lequel on intervient beaucoup. On ne fait pas ça tout seul. Donc il faut déjà, dépasser ses propres silos, ses propres frontières d'entreprise, coopérer, apprendre à coopérer avec des acteurs très différents, secteur public, secteur privé, et économie aussi sociale et solidaire, et derrière, monter des vrais projets partenariaux. C'est beaucoup de temps, ce qui nous a aussi pris énormément de temps pour le mettre en place. C'est beaucoup de temps. Et c'est aussi beaucoup de confiance, parce que pour faire ça au départ, quand vous montez une boucle d'économie circulaire, vous avez l'idée théorique, mais vous ne savez pas si le consommateur, le citoyen, il va jouer le jeu en fin de boucle. Parce qu'il y a un moment, il ne faut pas l'oublier non plus, il y a certes des partenaires économiques, des partenaires sociaux, mais il y a aussi des consommateurs citoyens qui doivent jouer le jeu. Et après, c'est comment on leur donne envie de jouer le jeu. Alors, on a inventé un certain nombre d'actions par exemple pour le recyclage. Il y a un truc qui marche encore malheureusement ou heureusement très bien, c'est que pour que le consommateur il ramène vos produits, parce qu'il n'est pas obligé de le faire, par exemple les casseroles. Les casseroles, il y en a 60% qui partent à l'incinération ou jetées n'importe comment dans la poubelle grise. Bon, c'est quand même un peu embêtant. Il y a à l'intérieur des matériaux qui valent plusieurs milliers d'euros la tonne, dont l'aluminium. Comment on incite des gens à ramener leurs casseroles? Tout simplement, on leur dit, si vous la ramenez, on vous donnera un bon de réduction sur une gamme éco-conçue du groupe SEB. Une sorte de consigne. Ça marche. Une sorte de consigne. On réinvente l'économie circulaire. C'est aussi reprendre les bonnes vieilles recettes. La seule différence, c'est qu'avant, on avait une économie fermée, très locale et régionale, mais dans une économie mondialisée, c'est plus compliqué de faire l'économie circulaire. Si je comprends bien, vous souhaitez plein de casseroles alors? Alors, exactement. Non, mais ça, on en vend suffisamment, il n'y a aucun problème là-dessus. Et les gens cuisinent beaucoup, donc on est très contents. Mais l'autre point que je voulais vous dire aussi, Philippe, c'est pour que ça marche, toutes ces histoires d'économie circulaire de territoire, il faut qu'on puisse aussi montrer, notamment au pouvoir public, que tout ça, ça génère de l'emploi local. Et c'est là, le volet social n'est pas absent. Même si on parle d'un impact environnemental, je vous prends l'exemple de la réparation. La réparation, on a 6500 réparateurs agréés dans le monde, 220 en France. C'est des milliers d'emplois qui sont créés, pas chez SEB d'ailleurs, qui sont créés dans les territoires où on opère. Et si on veut demain que ces filières vertes, que ces filières d'économie circulaire, elles créent de l'emploi local non délocalisable, et que nos déchets soient des ressources en France et pas les faire voyager avec un bilan carbone désastreux à l'autre bout de la planète, il faut forcément travailler sur les territoires où on opère, et on ne peut pas juste comme ça se dire on est mondialisé, on exporte nos déchets, nos ressources, et on importe nos ressources de 10 000 km. Ça ne marche pas vraiment très bien comme ça. Donc important aussi les boucles locales et le côté création d'emplois et impact social également aussi quand on mène des projets de transition écologique et solidaire. Ok, concrètement, vous en êtes où aujourd'hui?
Après, on rentrera dans Ouais. tout ce que ça a modifié dans votre entreprise. Alors, Mais concrètement, si on reprend les boucles de l'économie circulaire, on fait des choses concrètes sur le recyclé. Donc les matières premières recyclées, on a introduit de plus en plus de matières premières recyclées dans nos produits neufs. Et c'est pas simple parce que ça veut dire beaucoup d'efforts industriels, beaucoup d'efforts de R&D derrière, sur lequel et des partenariats avec des recycleurs. Donc compliqué. Sur tout ce qui est réparation, là, on est maintenant le leader affiché de la promotion de la réparation par rapport au gaspillage de produits. Et là, on n'est encore pas très suivi par nos concurrents parce que nous, on a des usines. La grosse différence, on sait faire des produits réparables quand on les conçoit réellement, c'est-à-dire quand on les fabrique et quand on a des usines et quand on connaît et quand on peut proposer aux consommateurs des pièces détachées disponibles. Les concurrents qui ont que des usines à 10 000 km et qui en fait ne fabriquent pas leurs produits, ils ont plus de mal. Donc réparation, ok. Recyclage en fin de vie, là on a plein d'exemples qui montrent qu'on fait le job. Voilà, on est modestement sur ces 3 axes. Il y en a un plus innovant qu'on essaie de défricher, mais c'est encore en mode test and learn. Enfin, on apprend et on essaye. C'est l'économie de la fonctionnalité qui permet de louer des produits plutôt que de les acheter. On est sur l'usage. On est sur l'usage. Voilà. On est sur l'usage. Business model compliqué, mais on cherche. Voilà, et on s'aperçoit que certaines personnes n'ont pas besoin d'acheter, ils ont simplement besoin de louer. Quand vous faites 3 raclettes par an pour les Savoyards dans la salle, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir une machine à raclette qui dort pendant le reste de l'année. Peut-être vaut mieux la louer. Voilà. Ok, très bien. Alors justement, comme on parle d'entreprise, Philippe Brun, comment se réinvente ST Microelectronics, sachant que le marché est assez fluctuant en plus de la microélectronique? Bien, bonjour à tous. Donc, parlez bien près du micro. Voilà. Je me rapproche ou je rapproche le micro? J'en profite de dire que vous êtes en direct aussi sur Facebook et YouTube. Donc on peut dire bonjour à ceux qui nous regardent. L'année dernière, vous étiez 875 à nous regarder. Donc j'espère que vous êtes encore plus nombreux. Bien, alors la réinvention de l'entreprise, ce n'est pas un concept nouveau, puisque je pense que l'évolution et les changements sont permanents. Et donc, comment on se réinvente, c'est plutôt comment on organise l'entreprise, la structure, pour qu'en permanence, elle soit capable de se réinventer pour s'adapter à un monde qui change. Et quand je dis un monde qui change, c'est les besoins sociétaux, mais c'est aussi les clients, c'est aussi les applications. Nous, on fabrique des circuits intégrés, des puces, pour parler français, qui sont à peu près dans toutes les applications, dans tous les outils, dans tous les objets qu'on utilise aujourd'hui. Et normalement, sur chacun d'entre vous, à l'instant où je parle, il devrait y avoir une puce fabriquée chez ST Microelectronics, et en particulier ici en PACA. Et donc on essaye de travailler sur les futures applications qui émergent. Et donc la réinvention, c'est d'une part, et j'insiste, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est l'innovation, et ça rejoint des thèmes abordés aujourd'hui, c'est comment on co-construit avec son environnement. Et j'ai bien aimé l'exemple donné par le CNRS et les activités de recherche co-conjointes ou partagées. Et c'est vraiment un endroit où je pense qu'on a des opportunités immenses. C'est au travers de l'innovation, co-construire l'avenir. Et l'innovation, on le sait bien, elle ne se fait pas seule devant son PC ou seule devant sa feuille de papier. Elle se fait ensemble en élargissant les partenariats à des gens qui pensent différemment ou des gens qui sont dans des institutions différentes. Pour ça, c'est pour l'innovation, entreprise innovante, effectivement, toutes les entreprises sont innovantes. Et elles doivent l'être. Ensuite, il y a la préparation, l'adaptation, c'est aussi la structure. Comment on s'organise, comment les gens travaillent ensemble. Et ça, on est en plein dans la RSE, puisqu'on doit réfléchir comment, dans les prochaines années, dans le futur, ensemble, on construira des rapports au travail qui permettront d'être plus efficaces, d'abord, plus innovants, et où chacun en tirera un profit personnel et partagé. Et donc ça, c'est un souci des ressources humaines en général, et de chaque manager en particulier, et de chaque salarié en particulier. Et ça, c'est un sujet très important pour permettre cette réinvention. Ensuite, on a beaucoup évoqué des aspects environnementaux, les aspects sociaux, le développement inclusif. Ça, c'est des choses où il faut un peu plus de volontarisme. Qu'est-ce qu'on appelle le développement inclusif? Pardon ? Qu'est-ce qu'on appelle le développement inclusif? Le développement inclusif, c'est s'assurer que tous les contributeurs puissent contribuer de façon identique au sein de l'entreprise. Quand je dis tous les contributeurs, c'est-à-dire quel que soit le profil, et quel que soit le profil au sens large. Donc c'est l'implication des salariés? Oui, mais de tout type de salariés. Le danger, et je ramène toujours ça à l'innovation, mais le danger qu'on peut avoir, c'est d'avoir des modèles de recrutement où on recrute les mêmes, où on recrute des gens qui se ressemblent.
Je pense que la créativité, l'innovation et l'adaptabilité, hein, comment on s'adapte, comment on évolue, elle vient de la diversité. Et donc le développement inclusif, c'est s'assurer que l'ensemble de la potentielle diversité sur un lieu donné, alors évidemment, quand on recrute à Aix-en-Provence, on n'a pas la même diversité que quand je recrute à Noida, à côté de New Delhi en Inde, ou quand je fais la même chose à Calamba, aux Philippines. La diversité est différente, mais il y a toujours une diversité. Et il faut s'attacher à le faire, c'est ce qu'on fait. Et ça génère un potentiel d'idées, un potentiel de créativité qui lui-même va permettre justement de se réinventer et de s'adapter à un monde qui change en permanence. Donc le développement inclusif, c'est une chose. Le développement durable au sens environnemental, on parle beaucoup de climat, mais il ne faut pas se limiter au climat. Par exemple, on parle souvent des trains qui arrivent en retard, mais on peut citer par exemple des grands succès auxquels on a tous contribué, mais en particulier les entreprises industrielles, c'est la réduction de la couche d'ozone, du trou d'ozone. On n'en parle plus. C'est un succès considérable des 25 dernières années. La somme d'efforts, de R&D, d'adaptation, de changement, de réinvention des process et des manières de faire dans l'ensemble de la chaîne industrielle qu'il a fallu mettre en œuvre, y compris jusqu'à l'utilisateur final, hein, avec son réfrigérateur ou son congélateur. Il a fallu faire un tel nombre de changements qu'à la fin, on s'est adapté. Et aujourd'hui, depuis 5 ans, plus personne ne parle. Je suis sûr que certains d'entre vous ne savent même pas qu'il y avait un problème avec le trou d'ozone dans l'hémisphère sud. Aujourd'hui, c'est réglé. Et donc, ça, c'est de l'adaptation. Dans mon entreprise, on a passé 10 ans d'efforts, d'investissement pour régler ce problème. Et je pense qu'on n'a pas été les seuls. Donc, il faut le dire. Donc, c'est permanent, c'est constant et c'est collectif. Et ça passe par l'innovation, par la diversité et par l'ouverture aux autres, en particulier aux relations qu'on peut tisser sur un territoire avec les administrations, avec les centres de recherche, avec les académiques. Hein, c'est l'objet des pôles de compétitivité. Tout à l'heure, ça a été cité. C'est très important, mais il n'y a pas que ça. Et donc voilà, tout ça, ça permet de s'adapter et de coller au terrain, si je puis dire, et à son évolution. Alors Boris Isbé, je vous vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Vous êtes celui qui concentrait le nombre de startups qui sont en train de réinventer la manière de recruter, de former. Comment on réinvente aujourd'hui ce monde du management ? Alors comment on le réinvente ? Bonne question. En fait, je me permets de répondre un peu à côté parce que j'étais très inspiré moi par l'introduction qu'on a eue sur les ponts. Ça m'a paru très important et je sais que le forum est très centré sur les dispositifs pragmatiques, donner des exemples inspirants de ce qui marche. Mais j'aimerais quand même un petit peu rebondir là-dessus. Voilà, si tu m'autorises, hein, vraiment. Allez-y, rebondissez, pas trop haut, mais pas de problème. D'accord, je vais essayer de ne pas monter trop haut, effectivement, mais ça me paraît très intéressant. En fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai revu un reportage que vous connaissez peut-être, qui s'appelle The Corporation, qui a été en fait fait par... qu'il faudra vraiment enseigner aux enfants à l'école, je pense, qui explique la naissance en fait, de l'entreprise moderne, comment elle est née, en fait, comment ce modèle a émergé. Et c'est assez fascinant parce que, sans faire tout le détail, mais il y a un moment en fait, dans ce reportage où on interroge un spécialiste du FBI et on lui pose la question de la comparaison entre l'entreprise tayloriste de la seconde révolution industrielle et le profil du psychopathe. Et en fait, il donne 8 critères et il dit ce qui caractérise un psychopathe, c'est le manque d'empathie, l'incapacité à créer des relations durables, l'incapacité à comprendre les interactions dans un environnement complexe, etc., etc. Je ne fais pas les 8, mais en gros, il dit ça coche toutes les cases. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'entreprise moderne, c'est qu'elle a le comportement d'un psychopathe au sein de son environnement. Et alors pourquoi je vous dis ça en fait ? Parce que ça se relie exactement à l'introduction qu'on a eue. C'est-à-dire que finalement, ce qui caractérise un psychopathe ou un psychotique, c'est l'incapacité à créer des liens en fait. C'est l'incapacité à créer des liens avec les autres, c'est l'incapacité à créer des liens avec son environnement, et c'est l'incapacité à avoir des liens en fait avec lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui en fait me frappe beaucoup, c'est que je rencontre beaucoup de dirigeants, y compris dans des grands groupes depuis qu'on a monté le lab, il y a vraiment une très grande difficulté en fait à prendre soin de son écosystème aussi interne. Parce que l'environnement, c'est externe, mais c'est aussi interne. On a en nous, en fait, toutes sortes de choses qui fonctionnent plus ou moins bien ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, un écosystème interne ? Interne, en fait, un individu, chaque être humain, dans cette salle, est constitué d'un mental, on réfléchit. Moi, je peux en parler comme philosophe parce que j'ai mis beaucoup de temps à sortir du mien. Mais également, en fait, on a une vie émotionnelle. Vous voyez, il y a des émotions qui sont parfois contradictoires. Pour ceux qui ont le film... comment s'appelle Reverso, là en fait, vous voyez, c'est comment j'arrive à entendre la joie, moi, mais aussi la peur, la colère, etc., la tristesse, et puis aussi on a un corps, ça aussi c'est important, c'est tout ça, ça crée notre écosystème intérieur. Et en fait, c'est la capacité à créer des liens entre toutes ces parties de notre être qui fait qu'on est un individu qui est équilibré, intègre, accompli. Et en fait,
à partir du moment où on sait faire vivre cet écosystème interne, du coup, on prend conscience aussi de l'interdépendance et de la complexité des écosystèmes externes dans lesquels on se trouve. En fait, c'est complètement relié, c'est symétrique. Et la raison pour laquelle je vous dis tout ça, et là je reviens un peu plus à ce qu'on fait aujourd'hui pragmatiquement, c'est qu'on essaye en fait de mettre tout ça en connexion, c'est-à-dire de créer des dispositifs et des manières de faire qui vont permettre aux individus de se reconnecter à ce qu'ils ont en eux-mêmes, de retrouver cette écoute de leurs émotions, cette intégrité, et aussi du coup de recréer des liens avec ce qu'il y a à l'extérieur d'eux, avec les autres, avec les entreprises, avec les territoires où ils se trouvent. Donc en fait, essentiellement, on travaille au niveau du lab aujourd'hui sur la mise en place de communautés, ce qu'on appelle des communautés apprenantes. Alors c'est pas nouveau, hein, il y a des scientifiques qui s'intéressent depuis très longtemps en fait à cette question des communautés apprenantes, mais on y voit effectivement le dispositif qui peut créer ce lien-là. Alors on a mis en place un premier prototype qu'on a fait en fin 2016 et en 2017. Donc c'était avec Saint-Nazaire, avec le Centre des jeunes dirigeants de Saint-Nazaire. Et en fait, ce qu'on a mis en place, c'était une communauté apprenante de 450 personnes autour d'une thématique qui était comment réinventer le territoire en 8 mois par l'intelligence collective. Et alors comment on l'a fait? Finalement, on a lancé une invitation, alors essentiellement à des jeunes. Il y avait à peu près 250 jeunes dans cette communauté, donc des étudiants, niveau bac jusqu'à bac plus 2, IUT. Il y avait aussi également, alors évidemment, des dirigeants du centre dirigeant, il y avait en fait des demandeurs d'emploi, il y avait des seniors, donc c'était vraiment très inclusif. C'était à l'image de tout ce qu'il y avait sur la communauté de communes de la Carène. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été fait entièrement d'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on a demandé à cette communauté sur quoi vous avez envie de travailler. Et ils ont fait émerger 7 thèmes. Donc les 7 thèmes, c'était le handicap, le bien-être au travail, c'était l'écologie, etc. Et après, en une journée, c'était assez court hein, finalement, le lancement de cette communauté, ça a duré une journée, 7 heures où ces gens étaient ensemble. Ils sont rentrés dans une grande salle, c'était donc à l'hippodrome de Pornichet. Donc on avait un très beau lieu pour le faire et on a commencé en fait cette journée avec l'itinéraire, le parcours du héros. Donc chacun a découvert son héros intérieur, donc c'est déjà une manière de redécouvrir son écosystème interne. Le héros qui le caractérise. Et donc, une fois qu'ils ont choisi un avatar pour représenter ce héros, le message qu'on a envoyé aux jeunes, c'était de dire aujourd'hui, on t'enferme dans une image sociale qui est réductrice, qui est aliénante, qui te mutile. Et là, vraiment, tu vas pouvoir révéler qui tu es véritablement. Et d'ailleurs, pas que les jeunes, c'était pour tous les participants de cette journée. Et en fait, après ça, ils ont fait émerger 32 groupes projets sur la base de ces 7 thèmes. Donc, si on prend par exemple l'écologie, il y avait un groupe projet qui était on veut végétaliser Saint-Nazaire. Donc, en fait, voilà, un groupe s'est constitué là-dessus, qui était très inclusif, où il y avait toutes sortes de personnes. Et pendant toute la journée, on leur a fait faire 7 grands temps collectifs. Donc, ils ont médité ensemble, ils ont chanté ensemble, ils se sont massés ensemble. Voilà, il y avait 7 grands temps comme ça, et le reste de la journée, c'était dédié à comment concrètement on va lancer notre groupe projet, comment on apprend à mieux se connaître, à connaître en fait ses forces et ses faiblesses, etc. Donc voilà, tout ça, ça a été fait en une journée. Et 8 mois après, il y a 27 groupes qui ont abouti, donc des jardins partagés qui ont été créés, une journée du sourire, enfin il y a toutes sortes de choses qui ont été faites très concrètement. Et pour les demandeurs d'emploi, on a créé des parcours autour des nouvelles filières et des métiers en tension, pour avoir des expériences ludiques en fait à l'intérieur de cette communauté pour découvrir ces métiers-là, pour les demandeurs d'emploi et aussi d'ailleurs pour les jeunes. Donc voilà, ça c'est un type de dispositif qui permet de recréer du lien en fait. Et là, je rejoins vraiment complètement ce qui a été dit en introduction. Ce qui nous manque le plus, là où on a été, je pense, tous mutilés hein, finalement. Au terme de l'ère qu'on vient de traverser, c'est l'absence de lien. Mais concrètement, dans le groupe SEB ou ST Microelectronics, votre méthode, elle marche comment? Non, Boris Isbé. Ah, tu viens dire sur ça si ouais, en fait, par exemple. Parce que là, c'est le centre des jeunes dirigeants, donc c'est des gens seuls. Mais après, bon, s'occuper de son écosystème intérieur, c'est bien gentil. Mais les entrepreneurs n'arrêtent pas de dire qu'ils ont plein de responsabilités. Si on leur rajoute aussi de s'occuper de l'écosystème que déjà nous, on a du mal à comprendre, comment on fait quoi? Tu sais, en fait, c'est pas forcément la question de faire des choses en plus, c'est plutôt la question de distribuer les choses différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'exemple que j'ai donné, j'ai parlé en fait des jardins partagés. Ça, c'est très important parce que les jardins partagés, par exemple, c'est une manière de reconstituer une culture du commun. Ce qui me semble essentiel aujourd'hui, parce que la France était la terre en fait, où le commun a eu beaucoup d'importance entre le XIVe et le XVIe siècle. On était en fait le pays d'Europe où finalement cet espace entre l'individu et l'État, qui est celui du commun, était plus développé. Pourquoi c'est tellement important? Parce que finalement c'est dans cet espace du commun qu'on arrive en fait à responsabiliser chacun. En fait, on arrive à créer des espaces pour que l'intelligence collective se développe. Aujourd'hui, tu vois, quand tu vas faire ta petite balade avec ton chien le dimanche dans un jardin public, s'il y a des déchets, tu vas pas les ramasser parce que tu te dis en fait ça me concerne pas, c'est au pouvoir public de le faire.
Moi, je m'occupe en fait de ma propriété, mon petit périmètre privé. Et en fait, c'est ça qui a tellement détruit la valeur dans la société, c'est qu'il n'y a plus en fait l'espace entre les deux. Donc, dans les entreprises, c'est la même histoire. C'est comment on crée en fait un espace pour le commun. Et ça commence déjà en fait par la question des dirigeants. Comment est-ce que les dirigeants comprennent en fait que c'est effectivement le collectif qui va apporter les réponses et pas uniquement les dirigeants, les spécialistes ou les experts eux-mêmes. Et une fois qu'on a créé cet espace pour qu'il y ait effectivement du collectif, on peut faire plein de choses. On peut faire des budgets participatifs, que ce soit à l'échelle en fait des territoires ou à l'échelle des entreprises. On peut redonner un pouvoir au collectif pour qu'il propose des idées, pour que ces idées les réalisent à travers des groupes projets en fait qui vont être transverses, collaboratifs, pour créer ensuite des circuits d'apprenance, voilà, donc en fait faire des LMS, des Learning Management Systems, pour que la connaissance se diffuse et donner tout simplement du pouvoir aux salariés, aux collaborateurs. Il y a des entreprises aujourd'hui qui testent ça, ces systèmes en fait de plateformes d'idéation, de projets partagés, de budget participatif, ça marche très très bien. Donc c'est une réponse. Fabien Gillot, je vais vous donner la parole, mais comme je vois Philippe Brun très sceptique, je voulais savoir ce qu'il en pensait. Non, je ne suis pas sceptique. Je pense que c'est à l'œuvre déjà depuis un certain temps dans beaucoup d'entreprises et c'est à continuer à développer. Quand on construit mon expérience, je n'ai pas la prétention de connaître l'ensemble des entreprises, mais quand on construit par exemple un circuit pour un téléphone X ou Y, plutôt X, et qui nécessite des centaines d'ingénieurs qui sont répartis dans l'ensemble du monde, il y a des plateformes de collaboration, il y a des échanges, il y a du partage d'expérience, on met en relation les experts, enfin tout ça. Il y a un tel niveau de complexité et de vitesse qui est atteint aujourd'hui que tout ça ne pourrait pas se faire si on n'avait pas déjà organisé en interne les modalités de partage de connaissances, les modalités d'empowerment ou de mise en puissance, comme je préfère le dire en français, ou de mise en capacité de réaliser, le système s'auto-bloquerait. Donc aujourd'hui, je pense que les entreprises qui sont capables de réussir, et réussir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire apporter en temps et en heure, et avec la bonne qualité, le bon coût au client final, c'est-à-dire vous dans la salle, tout le monde, le bon produit, elles peuvent le faire en ayant déjà intégré, partiellement j'entends, parce que la route est encore très longue, un certain nombre de ces choses-là. Alors peut-être que ce n'est pas vrai partout, peut-être qu'il y a encore des territoires qui ne sont pas encore persuadés de ça. Donc le travail reste important, mais je pense qu'on a de bons exemples à partager et à montrer. Fabien Gillot, Boris Isbé parlait de la réinvention de son écosystème interne. Vous avez été champion du monde, on a vu tout votre palmarès, etc. Pour être champion, il faut sans arrêt se réinventer. Et comment cette réinvention, on peut justement l'exporter dans le monde managérial de l'entreprise ? Bonjour à tous. Déjà, je pense qu'il y a un parallèle, et donc on revient sur la notion de pont qui est vraiment très intéressant. Toutes ces dernières années, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau ou de grands coachs qui viennent donner certaines leçons en toute humilité d'un comparatif où on se rend compte qu'à partir du moment où on vise la haute performance, l'excellence, peu importe le corps de métier dans lequel on évolue, on est souvent face aux mêmes problématiques. Et là-dessus, le sport de haut niveau a peut-être un petit coup d'avance. Et ce qui est intéressant d'échanger, c'est qu'un jeune sportif de haut niveau aujourd'hui qui rentre en équipe, qui a par exemple 16 ans, aujourd'hui très rapidement mis face à lui-même, face à une introspection, à la gestion d'une réussite, d'un échec, à l'optimisation de son potentiel, à comment s'adapter dans une société, comment trouver son positionnement. Et je rejoins un petit peu tout ce que j'ai entendu au sein des entreprises. Je suis persuadé de la plus-value d'un réel collectif. Je suis persuadé d'une addition de singularité aux univers différents qui sont capables de cohabiter ensemble, qui s'élèvent et qui partent dans la même direction. Et cette notion, je pense, de croyances profondes et croyances limitantes qu'on peut retrouver très rapidement dans le sport, finalement, c'est tout simplement d'un côté se permettre de rêver, rendre accessible la victoire, et de l'autre côté, retirer un peu les complexes et banaliser certaines situations de la vie. Et je pense qu'entre le sport et le monde de l'entreprise, il y a énormément de similitudes. Alors concrètement, vous êtes passé, je crois, on était la 15e nation au niveau natation, on est passé, je crois, à la première. C'est quoi les ingrédients qui ont permis d'arriver sur la première marche du podium qu'on peut prendre dans une entreprise ? Alors, déjà, on a essayé chez nous de casser les hiérarchies, c'est-à-dire qu'on était beaucoup plus sur un management linéaire où on responsabilisait, on valorisait chaque membre de l'équipe. La réalité aujourd'hui, c'est que je pense que c'est aussi le cas dans les entreprises.
les équipes qui prennent les décisions, les leaders d'opinion, les chefs d'entreprise sont indispensables. Maintenant, la réalité du quotidien d'une entreprise ou d'une équipe sportive, ce sont tous les collaborateurs et tous les membres qui la composent qui font que cette équipe grandit, peut atteindre des chiffres de croissance et un jour arriver à ses objectifs. Donc nous, dans un premier temps, on a responsabilisé, valorisé chaque membre de l'équipe. On a poussé à l'autonomie. Alors, par exemple, responsabiliser, ça se manifestait de quelle manière entre l'avant et l'après? Tout simplement, nous, par exemple, sur une préparation pour passer de la 15e nation mondiale à la première, on a fait le choix de faire travailler des adversaires ensemble, ce qui n'était pas du tout commun dans notre sport. La natation est un sport individuel et je pense que notre réussite est passée par une transformation, un grand virage où notre sport est devenu collectif, où on a des gens qui étaient adversaires, qui se battaient les places sur les podiums internationaux et pourtant qui avaient cette capacité à échanger, à donner leurs secrets. En gros, si vous voulez, pour vous simplifier, dans la natation, il n'y a jamais eu énormément de financement, un petit peu plus ces dernières années avec la médiatisation, mais le deal moral de l'équipe était, si tu intègres l'équipe, tu vas donner tes 2-3 secrets qui font de toi l'un des meilleurs nageurs du monde. Par contre, en contrepartie, tu vas recevoir ces 2-3 secrets de tous les autres nageurs qui composent cette équipe. Il n'y a pas d'enjeu financier, il y a juste cette fierté d'appartenance et cette envie de battre des nations comme les États-Unis, et je pense que c'est possible et qu'il faut énormément s'appuyer sur les ressources humaines. Très bien. Alors par exemple, Joël Tronchon, Groupe Seb, est-ce que vous voyez, alors je ne connais pas toutes les marques, je sais pas, des marques concurrentes, vous vous mettez autour de la table, un peu comme qui sont vos adversaires, entre guillemets, mais pour vous dire, il faut faire gagner l'environnement en premier, gagner nos salariés. Est-ce que vous mettez autour de la table pour vous dire, pour livrer un peu vos secrets, où chacun livre un peu ses secrets, ou vous, au contraire, cloisonnez et essayez d'être le premier? Alors, clairement, non, on ne le fait pas beaucoup. On a le problème de tout ça, ça fonctionne quand les nageurs ont une même éthique et un même objectif commun, ça peut marcher. Oui, ça mais a priori, ils ne l'avaient pas. Oui, mais il y avait quand même un adversaire commun, on va dire ça comme ça. Pour les entreprises, quand vous jouez avec des concurrents qui ne respectent pas les mêmes règles du jeu, c'est compliqué de faire ça. En gros, vous ne pouvez pas jouer avec des passagers clandestins. Et c'est un peu la limite aujourd'hui de cette vision idéale qu'on vient d'évoquer. Un concurrent qui ne respecte pas les règles sociales et environnementales comme vous les respectez, en gros, qui a soit pas d'usine, soit des usines, mais avec une rémunération de ses salariés extrêmement dégradée dans des pays très lointains, vous ne jouez pas avec les mêmes cartes. Et là, coopérer de manière transparente avec des gens comme ça, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez le faire avec des gens qui vous ressemblent. Et c'est ce qu'on fait sur des aspects thématiques. Je prends un exemple, c'est typiquement sur le monde, arrêter de faire des produits qui soient, entre guillemets, qui ont une durée de vie trop courte, etc. Ça, on commence à avoir des concurrents avec lesquels on peut commencer à se mettre autour de la table pour discuter en disant comment on peut promouvoir des produits plus durables, plus réparables. Donc là, on arrive à trouver des consensus avec des concurrents plutôt européen, pour le dire clairement. Et là, on y arrive. On arrive à se mettre d'accord avec des Allemands, avec des Européens sur ces sujets-là. Donc oui, c'est possible. Attention, pas d'angélisme non plus, parce que tout partager avec ses concurrents sur des sujets comme ça de RSE ou de durabilité, ça ne marche que si tout le monde respecte les mêmes règles. Et les règles, aujourd'hui, elles ne sont pas les mêmes pour tous, pour être très clair dans la mondialisation. Donc c'est la limite de l'exercice. Voilà. Ça rejoint un petit peu ce que je disais dans un sens où nous, dans un premier temps, avant de travailler bien entendu spécifiquement sur tous les adversaires liés au monde de la natation, on a été travailler énormément avec l'athlétisme, le rugby, le hand notamment. Donc on a essayé de créer un petit peu ce cercle vertueux d'échange et de coller avec des gens qui avaient la même éthique, les mêmes valeurs pour essayer de transformer le monde sportif petit à petit. Et donc votre idée là par exemple sur le monde de l'entreprise, ça serait de faire quoi ? Et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant, et c'est pour ça que j'aime un petit peu ces journées sur la transversalité, d'échanger entre des gens qui n'évoluent pas forcément dans le même corps de métier, mais les problématiques à un moment sont exactement les mêmes. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on a des adversaires avec qui on ne s'entendra jamais, parce qu'on n'a pas les mêmes éthiques, la même politique. Par contre, il y a un échange intéressant à avoir des entreprises, de grands groupes français qui peuvent réussir, mais qui excellent dans d'autres spécialités. Et en vous écoutant, ça me fait penser il y a quand même des points. Et là, le solidaire, le passage par l'humain, souvent, ça peut réunir des concurrents. Je pense à des initiatives comme Emmaüs, la Banque solidaire de l'équipement ou l'Agence du don en nature, autour du don produit, du don solidaire. Ces organisations ou ces ONG ou associations ont réussi à fédérer des concurrents
qui donnent des produits et qui s'investissent en mécénat de compétences et autres. Donc on arrive quand même à trouver des terrains neutres, on va le dire comme ça, et le solidaire peut être un bon terrain pour mettre autour de la table des concurrents potentiels, et c'est peut-être le début d'une autre histoire qu'ils peuvent construire ensemble. Philippe, Oui. juste avant de vous donner la parole, il y a Gilles, juste sur... quand on parle d'écosystème externe, peut-être des sociologues, et tout à l'heure vous avez parlé de ça aussi dans la Fondation des Transitions, d'élargir le spectre. Oui, je crois que c'est la notion, justement, ça nous ramène à la notion de territoire. Si on arrive à travailler en commun si on partage un territoire. Évidemment, le territoire géographique, c'est le premier. Et d'ailleurs, c'est là aussi que les collectivités locales ont un rôle important à jouer de par l'exigence qu'elles peuvent amener dans des marchés publics. Parce que si on n'a pas d'exigence de la puissance publique qui a en main l'intérêt public, on a une vraie difficulté. Et puis ça crée aussi des marchés, parce que l'alliance entre des gens un peu concurrents peut naître quand il n'y a pas encore de marché quelque part. Parce que tout le monde a intérêt à faire émerger un marché, puis après c'est la lutte qu'on connaît, concurrentielle. Mais tout ça ne marche effectivement que si on est capable de s'entendre, de s'écouter et de trouver la question de la confiance. Parce que tout ce dont on parle de territoire depuis tout à l'heure, on a besoin de territoire, mais tout ça n'est qu'une alliance humaine sur un territoire et commence sur une table comme aujourd'hui en se disant, OK, il est où l'intérêt collectif et il est où l'intérêt particulier? Si on n'est pas capable d'abord de mettre en place une vraie défense de l'intérêt collectif, donc ça veut dire le définir, hein. On n'est pas encore clair par rapport à tout ça. Dès qu'on a l'intérêt collectif défini, là on peut mettre en place une vraie démarche. Puis après, il y a des moments, la concurrence se joue, il y a des métiers, enfin, chez ST, la question de l'innovation et des brevets est quand même un peu majeure. C'est toujours un peu compliqué de mettre autour de la table sa stratégie avec d'autres. Et en même temps, si on passe par de l'intérêt général, on se rend compte que quand les gens vont mieux, quand les gens se développent, ils ont besoin de toutes sortes de services, de produits, etc. Et à ce moment-là, il y a une économie, et s'il y a une économie, après, il faut se la partager et les meilleurs gagnent, mais on ne peut pas y aller directement, quoi. Ce qui est assez chouette, c'est qu'on n'a pas parlé territoire, on a parlé entreprise, et quand on a parlé entreprise, on est venu sur le territoire. Donc c'est assez intéressant à voir. Philippe Brun. Oui, moi je voulais commenter l'intervention du nageur. Je pense que... Bien Gilles, excusez-moi. Non, mais du nageur, du sportif, parce que je pense que les analogies entre sport et entreprise sont immenses et ils sont très instructifs pour une raison principale, c'est que le temps du résultat est très rapide dans le sport. C'est-à-dire qu'on joue un match de foot et à la fin du match, on sait si on a gagné ou on a perdu. Au pire, on gagne une saison ou on perd une saison. Dans l'entreprise, le temps est beaucoup plus long, c'est plusieurs années. D'accord ? Donc on a un retour sur expérience, si je le dis différemment, qui est plus fort. Ensuite, il y a un collectif. Alors, je suis très content d'entendre l'expérience de la natation parce que je pensais que l'analogie s'appliquait qu'au sport collectif. Mais on peut se rendre compte qu'un sport individuel peut devenir un sport collectif et c'est très intéressant. Alors, je reviens, on a parlé de comment s'associer entre compétiteurs. Mais l'exemple qui est donné s'applique d'abord dans l'entreprise, entre les acteurs, entre les salariés. Tout le monde sait qu'il y a de la compétition au sein même de l'entreprise. Et un des enjeux du management, c'est d'aligner tout le monde sur un objectif commun, sur quel sens on donne collectivement à ce qu'on fabrique. Là, c'était battre les États-Unis, redevenir première nation ou devenir première nation. Dans une entreprise, par exemple, je prends l'exemple d'ST, quand on fabrique un circuit électronique pour l'automobile qui va garantir la sécurité, par exemple l'ABS ou l'airbag. Si jamais l'airbag, il doit s'ouvrir le jour où on en a besoin. Ni quand on n'en a pas besoin, ni après. C'est quand on a besoin. Bon, je peux vous garantir que les gens qui travaillent sur ces produits, ils ont une conscience de la qualité et de l'objectif sociétal final. C'est éviter des morts. C'est évident, mais ça change complètement l'approche et la cohésion de l'équipe. Donc ça, c'est un travail managérial, donner du sens à ce qu'on fait. Je prends cet exemple parce qu'il est typique, mais il y en a plein d'autres. Et donc, faire travailler ensemble, définir un objectif commun, se partager ses petits secrets ou ses manières de faire, mais dans une équipe de natation, mais aussi dans une équipe de design d'un circuit ou dans une équipe de manufacturing, tout ça, c'est très important et ça rapporte de l'efficacité. Donner l'empowerment, responsabiliser les gens, c'est un buzzword, hein, tout le monde le dit, mais on le voit dans le foot, on le voit dans la natation, on le voit partout. C'est important. Je prends l'exemple du football, par exemple, où il est clair que la personne qui est en position de marquer un but ne va pas demander l'autorisation de tirer du pied droit ou du pied gauche.
il prend la décision, il est responsabilisé, il a été formé pour ça, il connaît les règles du jeu, etc., etc. C'est la même chose dans l'entreprise. Et tout le monde cède. Donc je pense que ces analogies sont très fortes. Et au sein de l'entreprise, on peut déjà travailler à aligner l'ensemble des acteurs et faire en sorte que les différents compétiteurs travaillent dans la même direction. Maintenant, si on veut aller en dehors de l'entreprise, la première étape, c'est aussi la supply chain. Hein, on parle de filière, on parle de réseau de sous-traitance. Donc tout ça, c'est des gens qui sont dans une entreprise collective. Il n'est pas évident de les aligner tous. Là aussi, on peut faire l'analogie. Avant d'aller chez le compétiteur. Et on voit très bien, on parlait du CNRS, j'insiste pas, mais dans tous les académiques, on sait très bien qu'il y a de la compétition et que les grandes universités qui ont beaucoup de prix Nobel, qui sont très en pointe dans beaucoup de développement, ont réussi à générer du collectif au travers de personnes, d'individualités très fortes dans leur domaine. Et donc ce modèle-là qui vient d'être cité dans l'exemple de la natation, je pense qu'il peut s'appliquer partout. Et après, avec les compétiteurs sur le marché, mais ça, effectivement, c'est plus compliqué et ça reste des cas particuliers. Très bien. Boris Isbé, donc justement, on a vu comment réinventer son écosystème personnel, mais maintenant, concrètement, c'est quoi qui est en train d'arriver dans les entreprises sur les manières de manager, sur les manières de former, les manières de recruter et plus globalement, la manière de manager? Justement, ça rejoint vraiment cette question-là, c'est qu'on essaie de trouver, il me semble, les chemins d'une culture qui était en fait très individualiste vers une culture qui est beaucoup plus collaborative et collective. Pour ça, alors, je rejoins tout à fait ce qui a été dit à l'instant, d'abord sur la question du sens en fait. Pendant très longtemps, on a quand même beaucoup fonctionné aussi en étant très concentré sur le comment, enfin, voilà, ce que l'entreprise devait produire et comment elle devait s'y prendre pour le faire. Or, la question en fait du sens, d'éclairer la raison d'être, de clarifier la raison d'être de l'entreprise, elle est très importante cette question-là parce que c'est comme ça qu'on responsabilise, c'est comme ça qu'on autonomise, c'est comme ça qu'on crée effectivement du collaboratif et qu'on crée un espace pour que si vous voulez, les collaborateurs s'emparent en fait des sujets. Et quand on pense le comment, on pense le sens. Alors, quand on parle du comment, on pense au sens, mais pas tant que ça en réalité, et pas toujours. Pourquoi ? Le pourquoi, c'est vraiment une question qui pour moi est spécifique. Je vais vous donner un exemple, alors pour le coup qui n'est pas dans l'entreprise, mais qui est relié au lab. Le lab, en fait, c'est que des concurrents qui fonctionnent ensemble. C'est 430 concurrents, et c'est pas évident en fait de les faire fonctionner ensemble parce que beaucoup d'entre eux s'entendent pas bien du tout, enfin au départ. Moi-même, en fait, quand j'ai lancé Lab avec Jérémy, je disais beaucoup de mal de lui sans le connaître, quoi. J'allais voir les prospects en disant mon Kitaï, c'est complètement nul, essayez ma startup et c'est beaucoup mieux, quoi. Puis un jour, en fait, je le rencontre et je me dis mais on a les mêmes valeurs, en fait. On a une raison d'être qu'on partage. Et à partir d'une raison d'être partagée, ça crée un lien, donc on retrouve le pont. Et à partir du pont, on s'est dit peut-être qu'on peut s'entraider, en fait. Et la notion de coopétition au sein de notre écosystème, elle est fondamentale. C'est vraiment une mise en tension permanente entre la raison d'être collective, quelque chose qu'on veut faire réussir ensemble et qui va apporter de la valeur à tous, et ensuite la raison d'être personnelle. Et ça redessine complètement, je dirais, la nature du contrat. Et notamment, c'est valable pour les entreprises aussi, la nature du contrat entre le collaborateur et l'entreprise elle-même. Pendant très, très longtemps, finalement, la nature de ce contrat, c'était de dire l'entreprise cherche à faire du profit, à se développer, le collaborateur cherche à être heureux. Les deux sont en contradiction. Alors, on n'arrive pas en fait à faire fonctionner les deux ensemble et c'est effectivement une espèce de quiproquo. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit la possibilité que le contrat, le partenariat se redessine différemment. Et se redessine autour d'une notion qui est finalement le collaborateur, plus il va être bien, plus il sera effectivement heureux au travail, plus il va se développer lui-même et plus en fait il va être productif et performant et plus l'entreprise va y gagner. Et je pense qu'aujourd'hui, la révolution possible du management, en tout cas ce vers quoi c'est en train de tendre, c'est cette nouvelle vision-là. C'est éclairer le pourquoi, construire des alliances basées entre la raison d'être de l'entreprise et la raison d'être des collaborateurs, et redessiner complètement la nature du contrat entre l'entreprise et les individus. Très bien. Joël Tranchon, alors justement, on a vu la difficulté de créer cette économie circulaire, mais une fois que vous avez trouvé les bons interlocuteurs pour pouvoir installer vos boucles, comme vous disiez, ça a transformé l'entreprise parce que il faut que tout le monde se responsabilise justement et aille dans ce sens-là. Est-ce que vous nous expliquez ce que ça a transformé dans votre entreprise, à tous les niveaux? Alors, ça transforme parce que, mais on revient sur cette question du pourquoi. Quand vous fabriquez des produits qui ont une durée de vie X ou Y, quand vous les fabriquez, que vous soyez à la production en usine ou vous soyez au labo R&D ou au marketing chez nous, le fait de savoir que ça va être jeté, que ça ne va pas durer, il y a quand même un problème de sens et il y a un problème d'estime de soi in fine. Mais ça, c'est vrai aussi chez nous. Je vais prendre un autre exemple encore plus concret, les acheteurs.
On a les acheteurs chez nous. Les acheteurs, vous savez, ils ont une mauvaise réputation dans beaucoup d'entreprises. Cost killer, sans foi ni loi, des gens qui pressent les fournisseurs. Voilà. La RSE et le fait de répondre au pourquoi et de les inscrire dans un écosystème, quand on a travaillé il y a 6 ans avec eux sur c'est quoi les achats responsables pour Seb, ils ont commencé à regarder leurs fournisseurs différemment en disant c'est pas des gens impressurés, ça peut être des partenaires, ce que tu disais à l'instant. Et on a d'ailleurs monté des projets oui, mais d'innovation. justement, sur l'achat responsable, Ouais. il y a aussi l'autre versant, c'est qu'on les pressurise parce que on demande souvent aux fournisseurs d'être responsables, pendant que nous, grandes entreprises, on ne l'est pas forcément. Non, c'est pas Ce une qui nous délégation. permet, nous, de pouvoir se dédouaner. Oui, non, c'est pas ça, les achats responsables. C'est pas une délégation Non, de mais responsabilité. c'est ce qui arrive. C'est ce qui peut arriver, mais c'est pas ça. Mais pour répondre à la question du départ, c'est comment ça transforme. Les acheteurs chez nous, en 6 ans, avec quelque chose qu'ils ont vu arriver de manière très théorique comme la RSE, il faut être responsable, comment ça marche, etc. Aujourd'hui, l'acheteur, quand il rentre le soir chez lui, qu'est-ce qu'il raconte à ses amis, à sa famille? Il préfère raconter qu'il a aidé à monter, par exemple, il a inscrit une clause environnementale ou une clause sociale et qu'il a créé je ne sais pas combien d'emplois chez un fournisseur parce que, un peu grâce à lui, parce qu'il l'a, entre guillemets, imposé à un fournisseur de faire quelque chose de positif au niveau de création d'emplois. Il préfère raconter ça, et il préfère se lever le matin en pensant qu'il va faire ça, plutôt qu'en pensant qu'il va tailler X% dans la marge de son fournisseur. Donc, là où ça transforme, c'est qu'en fait, c'est bien cette reliance dont tu parles, entre l'individu qui a un métier, mais qui va le faire en répondant au pourquoi et aux besoins de sens. Il va être toujours un super bon acheteur. Il va même développer un partenariat beaucoup plus long terme avec son fournisseur. Simplement, lui, le soir, quand il va rentrer, il sera beaucoup plus fier de sa boîte, de lui-même, et de son équipe, plutôt qu'avant où finalement on lui demandait d'instrumentaliser une réduction de coûts. Voilà, pour faire simple. Voilà un exemple concret, et ça on a vu comment la RSE transformait radicalement les gens dans l'entreprise. Un autre exemple. Attendez, Fabien Gillot, je crois que vous vouliez réagir. Oui, juste brièvement sur ce qui Comme le but c'est de réagir. Sur ce qui vient d'être dit, et une fois de plus, je vois le parallèle avec le monde du sport. Là, on parle de fierté d'appartenance en fait. Et la fierté d'appartenance permet de garder de bons collaborateurs, de travailler sur le bien-être en entreprise et du coup de pérenniser les résultats à haut niveau. Ça marche en attractivité. Et donc vous, juste pour comprendre, dans le milieu de la natation, cette fierté d'appartenance, puisque vous étiez des adversaires et vous avez appris à plus être des adversaires et à partager des secrets, comment elle est venue ? Mais alors, je rebondirai aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure. On n'est pas dans un monde idéaliste, donc ça nous a pris une Olympiade pour le mettre en place. Mais quand on n'a plus eu besoin de piloter... Une Olympiade, c'est 4 ans. C'est ça, exactement. Ouais. 4 ans, quand on n'a plus eu besoin de piloter l'idée qui était le début du projet de faire collaborer toutes ces fortes personnalités, parce que ce sont des sportifs de haut niveau, de gros égos, de gros caractères. Donc je ne vous cache pas que le quotidien n'était pas toujours rose. Par contre, quand chacun s'est approprié, en fait, j'en reviens à la fierté du blason et on en revient à cette notion de territoire ici dans la région. Oui, avec des adversaires, on ne peut ne pas s'entendre, pardon. Mais par contre, je pense que tout le monde aura des retombées si nous, dans un premier temps, notre club était reconnu mondialement et demain, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur continue de grandir sur sa notoriété. Je pense qu'il y aura des retombées pour toutes les entreprises et pour tous les acteurs économiques. Donc, on a essayé tout simplement d'être un petit peu moins nombriliste et de réfléchir à l'intérêt commun en se disant, si on ne récolte pas les fruits dans un premier temps, à terme, ça pourrait fonctionner. Et donc là, on est un peu plus dans le sport et cette notion de magie, de folie, où on se permet beaucoup de rêver à des projets idéalistes. Ça colle au sport. Mais est-ce qu'il ne faut pas de la magie et de la folie aussi dans l'entreprise ? Je pour pense justement avoir cette quête de sens et cette envie d'y aller. Comment vous créez cette magie C'est pas la magie tous les jours, mais un exemple d'un projet qu'on vient de lancer. C'est une autre entreprise, ça. On en avait marre d'avoir des collaborateurs dans les grands groupes. En ce moment, pour les jeunes diplômés, ils préfèrent aller dans les startups du lab de mon voisin plutôt que dans les grandes entreprises. Bon, ça commence à nous énerver un peu. Puis on a beaucoup de collaborateurs qui disent mais non, on veut du sens, très bien. Le sens, donc quand on fait un métier X ou Y, on l'a pas toujours, des fois on l'a, des fois on l'a pas. On a expérimenté un truc où on a dit voilà, pendant 1 an, on va vous proposer de passer 5-6 heures par semaine sur un projet qui a un impact social positif sur le territoire. Et on va vous proposer des projets. Vous allez vous monter avec des petits groupes volontaires de 7 ou 8 salariés. Nous, on vous dédie du temps. Donc, vous avez l'accord de vos managers pour travailler là-dessus. Et vous allez travailler en mode start-up. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire le week-end ou en soirée et nous quitter 2 ans après parce que vous avez monté votre boîte, vous allez le faire chez nous et vous allez le faire en plus sur des sujets à impact social positif. Et bien ça, on a eu tout de suite 50 salariés qui ont levé la main et ça produit des effets d'innovation
pour le groupe SEB, qui sont extrêmement étonnants, et je pense qu'on garde des gens grâce à ça. Donc là, on arrive un peu à réconcilier le sens. Simplement, c'est une autre manière de travailler, c'est un truc à part, et c'est un objet expérimental. C'est pas une méthode magique, mais c'est ce genre d'expérimentation qu'on essaye de faire aujourd'hui, à la fois pour répondre aux besoins de sens, d'innovation et de connexion avec les territoires et à l'impact positif. Parce qu'ils travaillent que sur des sujets qui ont un impact social positif. Par exemple, les cuisines partagées, la prévention, le maintien à domicile, des choses comme ça. Voilà. Gilbert. Oui, je crois que la bonne information, c'est que ça marche. Effectivement, alors malheureusement, je dirais, SEB est un très 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 bon exemple. Je connais suffisamment d'entreprises pour la mettre dans la bonne catégorie. Il y a des entreprises qui sont regroupées aujourd'hui dans Bicorp au niveau international qui font un travail absolument Bicorp, formidable. on rappelle, c'est un label international, Voilà. label RSE. Oui, c'est ça. Enfin, c'est une entreprise qui va un petit peu plus loin que les standards qu'on connaît sur le plan RSE. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais pour l'instant, un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est pas évidemment de se dire est-ce qu'on a un problème environnemental ou social, etc. C'est de croire qu'on peut, par notre action, transformer les choses et évidemment à l'échelle de tous les territoires. Mais c'est vraiment de la confiance, la conviction. Oui, ça marche. SEB nous montre que ça marche. Et ce genre de démarche marche, y compris dans les petites entreprises, y compris dans des administrations. Oui, l'information, c'est que ça marche. Maintenant, faut y aller, quoi. Philippe Brun, ça marche. Qu'est-ce qui marche? Est-ce que vous avez des exemples de choses qui marchent, que vous avez mis en place? Tout marche. Non, je parlais tout à l'heure de... Bon, il y a plein d'exemples qui peuvent venir en tête, mais je pense que l'analogie avec la mise en responsabilité, c'est très important, et donner du sens, c'est important. Je prendrai l'exemple de... Je prends l'exemple du circuit intégré qui fait marcher certains ABS ou airbags. Pendant très longtemps, ils portaient un numéro de code et les gens fabriquaient un numéro de code. Ils ne savaient pas à quoi ça servait. Forcément, l'engagement à réaliser était différent que le jour où on a lancé une campagne d'explication à quoi servent les produits qu'on fabrique. Dans une usine de semi-conducteurs, on ne voit pas très bien à quoi ça peut servir. À la fin, chez le client. Quand on a commencé à expliquer que ce circuit-là pouvait sauver des vies, que tel autre circuit allait réduire la consommation énergétique des réseaux, des grids électriques et donc faire des réductions d'énergie, donc d'émissions de CO2. Quand on a expliqué que tel circuit allait permettre aux voitures électriques de gagner 100 km de plus en autonomie, et donc de développer la part de la voiture électrique. Quand on explique ça, voilà. Donc on a lancé une grande campagne d'explication à quoi servent nos produits, comment ils vont changer les habitudes, comment ils vont changer les pratiques et du monde de demain. Et bien, immédiatement, il y a une forme d'engagement complémentaire et je reviens au sens de ce qu'on fait. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous avez dit. Enfin, tout ça, c'est très intéressant. mais en fait, vous parlez de visualisation. Et là, on a une analogie avec le sport parce qu'on apprend souvent, je suis un lambda dans le sport, mais qu'a priori, pour gagner, il faut visualiser la victoire, il faut visualiser son parcours. Est-ce que ça veut dire que dans une entreprise, en fait, pour des gens qui ne sont peut-être pas aux commandes, ils ont besoin de visualiser tout l'après de ce qu'ils font, de à quoi ça va servir, de où ça va aller, et que par exemple l'économie circulaire, justement, inventer des boucles, inventer tout ça, permet aux salariés de mieux imaginer, et parce qu'ils imaginent mieux, de mieux créer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'accord. Il y a eu des... Non, mais ce n'est pas des notions dont on entend souvent parler. Moi, j'ai rarement vu dans une entreprise des films projetés à des ouvriers pour leur dire voilà ce que vous faites, voilà ce que ça va devenir, voilà à quoi vous participez, etc. Donc, pour moi, c'est une notion un peu nouvelle quand même. Oui, mais c'est vrai que c'est des basiques qu'on a redécouverts il n'y a pas longtemps. Enfin, dans les usines, il y a encore 10 ans, on lançait un nouveau produit et on n'allait même pas expliquer aux opérateurs de production, c'était quoi ce produit, quelle clientèle, etc. Enfin, il y a encore 10 ans, donc c'était hallucinant qu'on ait perdu ça. Dans les grosses entreprises, je parle. Dans les petites PME, les gens qui sont à l'atelier de production, ils savent. Oui, parce qu'ils parlent parce qu'ils voient. Ils parlent, ils connaissent même les clients. Ils déambulent dans les bureaux. Ils connaissent les clients, ils sont proches du patron parce que le patron, il passe tous les matins dans l'atelier. Dans un grand groupe, on l'a perdu ça. Donc on est en train de retrouver des basiques et maintenant, on oblige, ils le font avec plaisir maintenant, le marketing à venir expliquer en usine, dans l'atelier, à chaque nouveau produit,
produit et de dire voilà pourquoi, voilà ce qu'on va faire ensemble. Et d'ailleurs, ce qui est hallucinant, c'est qu'ils ont eu des retours dans les 10 premiers jours de production du produit. Ils ont des retours qualité beaucoup plus forts parce que les opérateurs disent maintenant qu'on m'a expliqué, je vais dire très vite pourquoi ça déconne et pourquoi il y a un dysfonctionnement ou qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Et qu'est-ce que moi, opérateur, je peux proposer de mieux pour améliorer la deuxième série du produit. Donc ça génère aussi de l'amélioration continue derrière. On parlait de fédérer tout à l'heure, et ce qui est certain, c'est que de responsabiliser, de valoriser, ça permet de pérenniser. Parce que si je peux faire un comparatif avec le monde du sport, gagner, je dirais que c'est presque le plus facile à faire. Mais par contre, conserver ces titres, se réinventer, perdurer, c'est d'une complexité incroyable au quotidien, au niveau auquel on évolue. Et la difficulté qu'on peut avoir, c'est comment manager, piloter, tout en laissant la place à la créativité, l'ingéniosité des membres de l'équipe. Et nous, ce qu'on a essayé de faire à un moment, justement, ça a été plutôt que de travailler sur une hiérarchie où le coach, l'équipe dirigeante donnait les informations, on créait de nombreux échanges entre les athlètes qui prenaient part à la préparation et qui pouvaient modifier le planning de préparation. Et donc, une fois de plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous été face à des réunions. Une discussion est lancée, peu importe, et parce qu'il y a un tel ou un tel autour de la table, on n'ose pas aller au bout de son idée, de réellement se livrer. Et nous, notre but, en fait, pour rattraper une nation comme les États-Unis, ça a été d'optimiser chaque potentiel et de se rapprocher le plus possible de son 100%. Et on se rend compte que quand les gens sont impliqués et fédèrent au projet, eh bien, il y a des idées qui arrivent un peu dans tous les sens. Alors, la majeure partie ne sont pas bonnes et n'iront pas à terme, mais il en suffit d'une ou deux de temps en temps pour révolutionner des systèmes. Merci. Alors, Raymond Platt, notre anglais. C'est dur, ça parle tellement vite et tellement intellectuellement que pour un anglais, c'est un peu dur des fois. S'il vous plaît, vous comprenez, c'est bien. Fabien, déjà juste à toi, quand on parle des habitudes pour, je sais pas, pour avoir une nouvelle habitude dans sa vie de faire du yoga pendant 30 jours, après le 30e journée, ça devient une habitude, tu n'y penses plus. Tu as eu cette expérience de changement de comportement dans ta vie sportive et perso peut-être même, je sais pas. Ouais, je pense que là, on vient sur le mot qui est très important dans le sport, enfin les mots plutôt, pardon, c'est la zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Et la réalité... zone d'habitude. C'est ça, la réalité de notre quotidien, et après peut-être intellectuellement dans la recherche tout le temps d'évoluer, c'est que reproduire uniquement ce qu'on faisait l'année précédente ne nous amène plus à progresser. Donc pour continuer de progresser, il faut tenter, prendre des risques et sortir de sa zone de confort. Forcément, c'est inconfortable, forcément, ça nous met en danger, mais par contre, on apprend à gérer cette notion de peur qui est intéressante, que j'ai appris un petit peu plus dans les pays anglo-saxons, cette connotation positive de la peur, des grands enjeux, de gestion de haute pression, et je pense que ça nous a permis, nous, de perdurer. C'est-à-dire qu'à un moment où on était sur notre petit savoir-faire français qui nous permettait d'être médaillés, pour gagner, on a été obligé d'aller chercher de nouvelles méthodes d'entraînement qui nous ont réellement mis en danger. Et de prendre les risques, toujours. Oui, bien sûr. Et peut-être même les blessures. Oui, bien évidemment. Et c'est surtout d'essayer dans ce qu'on faisait, et je pense que c'est également le quotidien d'une entreprise, c'est d'essayer d'avoir un ou deux coups d'avance, tout simplement réfléchir. Les projets à court terme sont indispensables, à moyen terme aussi, mais j'ai l'impression que ceux qui perdurent ont vraiment une vision à long terme et ont un petit coup d'avance à chaque fois. Ouais. Merci. C'était juste aussi avec Philippe, parce que si vous produisez 9 produits par seconde, c'est peut-être le même nombre de chiffres en kilos qui sont jetés par terre dans le monde entier. C'est juste faire le rapport. Moi, je voulais juste, c'est difficile de poser des questions. Moi, je veux juste vous raconter une anecdote sur l'engagement à long terme, parce que c'est du long terme ce que vous faites. C'est pas un match de foot, c'est pas une saison de foot ou un tournoi, une compète de natation. C'est l'engagement dans le long terme. Moi, l'année dernière, je suis parti 8000 km autour de la France en stop, en ramassant les déchets. Tu tapes sur YouTube l'escargot anglais, tu vas le trouver. Et j'ai mangé avec le ministre de l'Environnement de Luxembourg. Et le lendemain, j'ai mangé avec un SDF devant le palais de justice à Strasbourg, par terre. Et je me suis engagé à faire un tour de la France pour voir la beauté déjà. Dans l'association, on reçoit des emails et des photos partout de la France, mais partout de le monde entier. Et les gens qui nous disent, viens à Nantes, c'est sale. Viens à Lille, c'est sale. Viens voir les plages sur la Manche. C'est terrible ce qui en trouve sur les plages. Mais aussi à Marseille, alors je suis parti. Et j'ai vu que la France, c'est une perle.
C'est magnifique, c'est impressionnant. Mais pourquoi c'est traité comme une cendrier poubelle? Pas vous, hein, je ne sais pas s'il y a des fumeurs. Moi, j'étais fumeur, j'ai déjà jeté 10 000 mégots par terre. Je suis le premier à l'avouer. Bien sûr, les fumeurs ici, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites avec vos mégots, mais comment on fait ce changement global d'un pays? Parce que c'est monstrueux, Fabien vient de le dire. Les forces, les gens se réunissent plus dans le monde, dans les pays anglo-saxons. Comment on fait qu'il y a une réalisation qu'on est tous, c'est les histoires des 4C, on est tous consommateurs, alors on est tous coupables, on doit tous se sentir concernés et on est tous capables d'agir pour la nature, pour la planète, pour ta ville, pour ta calanque, pour ta plage, pour ta rue et pour le futur de ta famille. Comment on peut avoir une synergie entre vous tous, entre nous, entre les associations comme les miennes? Nous, on n'est pas le premier. Moi, je ne suis pas le premier mec dans le monde entier de ramasser un déchet. Je suis juste l'anglais fou qui voulait nettoyer Marseille. C'est tout, selon Agence France Presse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avec ton soutien, Robert, grand plaisir. Merci. Et comment on fait un truc ensemble? Nous, on a des gros projets cet été, etc. Mais je veux continuer le débat avec vous. On laisse répondre, carrément. Voilà. Merci. Merci Edmund. Vos engagements, votre envie, vraiment dans le long terme, quoi. Moi, Ça peut servir en anglais finalement. Ouais, non, mais c'est certain. La culture anglo-saxonne est très intéressante. Ils sont à l'opposé de nous sur certaines choses. Et pour le sport, nous, on s'en est beaucoup imprégnés. Mais je pense que tout simplement, on est tous responsables et qu'aujourd'hui, les leaders d'opinion doivent prendre la parole sur notamment ces sujets. Mais j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, moi, générale en ce moment, que ce soit sur l'écologie ou sur les hygiènes de vie avec l'alimentation aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression que la France est à un virage. Et peut-être qu'il faut appuyer un petit peu plus avec des grands chefs d'entreprise, peut-être des personnalités, que ce soit sportives ou du monde artistique, pour communiquer là-dessus, parce que les campagnes de pub, ça aide énormément à sensibiliser un petit peu ces domaines-là. Tu sais déjà avec les nageurs, avec Fred, avec Florent, avec toi-même, tu sais, il fait des snaps, il voit ces snaps, ils font des dunks dans les poubelles, c'est génial avec leurs déchets. Merci à toi. Gilles Béraud, peut-être quelque chose à dire sur ce moment, puisque vous êtes le penseur des transitions. Je ne suis pas sûr d'être fan de l'expression. Mais non, je crois qu'on est surtout... évidemment, tout ça est vrai. Je crois qu'on est en train d'aborder quelque chose d'extrêmement intéressant dans le prolongement de tout ça, qui est les nouvelles générations. Il y a une génération qui aujourd'hui a 18 ans, qui n'a pas connu le siècle précédent, et qui est totalement inclusive. Moi, j'en ai deux à la maison, hein, je suis un peu concerné. Et ils sont totalement différents. Alors, à la fois, c'est extrêmement positif, parce que d'abord, ils ont intégré les problèmes de déchets, etc. Ils font pas, mais en tout cas, ils n'ont pas compris. Ils ont intégré une vision assez systémique des choses. C'est peut-être un grand mot, mais pour dire que quand on fait quelque chose à un endroit, ça agit à l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez un jeu qui s'appelle Minecraft, qui est pour moi un jeu qui révolutionne la question du développement durable au niveau mondial. Dans Minecraft, il y a une règle non écrite qui est que quand on coupe un arbre, on en replante un autre. C'est pas de l'écologie, c'est du comportement normal, parce que de toute façon, on sait dans Minecraft que si on veut construire, etc., on a besoin d'arbres, d'énergie, etc. Mais tout ça pour dire que ces jeunes qui arrivent fonctionnent assez différemment. Ils vont voter. Moi, j'en ai un qui vote pour les européennes, sans lire le journal, sans savoir ce que c'est qu'un JT, en trouvant même bizarre que moi, 2-3 fois par an, je regarde un JT. Et ça, c'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer. Tout ce qu'on dit là sur les transitions, c'est un peu de la rigolade par rapport à ce qu'on va vivre dans les années qui viennent. On va les voir arriver dans les entreprises, on va les voir arriver dans l'administration. J'ai un ami architecte qui me disait pour la première fois, il avait des élèves cette année qui n'étaient pas nés dans le siècle précédent. Ils n'ont pas connu le franc pour certains. Enfin, je crois qu'on est sur une bascule complète. Et quand on est natif des réseaux sociaux, du développement durable, du gaming, etc., on n'est pas natif de la télé comme les générations précédentes et on ne fonctionne pas pareil. Donc je crois que c'est extrêmement intéressant. On a la nécessité de leur faire confiance, d'arriver à collaborer avec eux, mais la question du collectif, du fonctionnement, etc., va être complètement revue. D'ailleurs, c'est peut-être que ce sera un sujet pour les années futures dans cette maison ici, à RICET, mais je crois dans toutes nos organisations. Et moi, j'ai envie de miser tout sur cette génération-là. Ils sont 2 milliards à être nés dans ce siècle, enfin 2 milliards 300 millions exactement maintenant. Et là, la bascule va se faire avec eux. Et en plus, ce qui les caractérise, c'est que c'est la première civilisation mondiale. C'est la première fois que se vit des jeunes en synchronicité
C'est-à-dire qu'en même temps, ils vivent les mêmes choses, ils regardent les mêmes films, etc. Ils s'habillent pareil, ils mangent la même chose. Alors pas tout à fait, hein, peut-être que c'est que 50% de ce qu'ils vivent est collectif, mais cette génération-là, c'est elle qui va avoir tout dans les mains dans pas longtemps, et qui assume le pouvoir, qui assume l'écologie, qui assume le numérique, qui assume autre chose. On est face à une transformation complète à venir en quelques années. Et je crois que c'est une vraie ouverture. Et je crois que tout ce qu'on est en train d'inventer, il faut qu'on arrive à le transmettre et à bien interchanger avec eux. Parce que je crois que la vraie clé de la transformation, elle est sur notre capacité à tous à fonctionner avec tous ces gens aujourd'hui qui ont moins de 18 ans parce qu'ils n'étaient pas nés dans le siècle précédent. Boris. Allez-y. Boris Isbé, on parlait d'application. Moi, j'avais suivi une conférence justement sur la BRH et c'est là que je vous ai vu intervenir et j'avais été fasciné sur ces applications qui vont complètement révolutionner la manière de recruter. Vous pouvez nous en donner quelques exemples ? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a tout ce qui sort aujourd'hui autour du digital, mais ça, on peut en parler des heures. Hein. Cela étant dit, je pense que d'abord, ce sont des changements de conscience qui vont compter, avant même en fait que les applications arrivent derrière, même si ça peut contribuer à aider. Et juste pour rebondir aussi sur ça, je pense que c'est important de sensibiliser, mais il faut aussi réaliser que les comportements qu'on a aujourd'hui en fait sont largement déterminés par le système et par les règles dans lesquelles on est en fait. Quand je parlais tout à l'heure enfin, de l'importance des communs, et quand je prenais l'exemple en fait du parc dans lequel on va, on se soucie pas des déchets parce qu'on se dit en fait ça ne me concerne pas. S'il y a un déchet qu'on trouve chez soi dans son appartement, là on va le ramasser. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si jamais en fait le déchet en fait, se trouve dans le parc, c'est au pouvoir public de le faire. Donc encore une fois, comment on recrée en fait un espace qui est entre les deux ? Ça me semble très très important et comment on peut, pour le coup, pourquoi pas, utiliser le digital pour enrichir, pour accélérer ça. Mais ça, c'est vraiment une question qui est très importante. Et donc je reviens vraiment à des choses qui sont très pratiques aujourd'hui. Un jardin partagé, c'est un commun. Vous voyez, c'est pas la même chose que le parc public dans lequel on va se balader le dimanche. C'est quelque chose en fait qui est entretenu par des citoyens ensemble. Des budgets participatifs, c'est une manière très concrète de redonner un pouvoir et de re-responsabiliser le collectif. Et autour de ça, je pense qu'il faut énormément accélérer effectivement par le digital. Et ça, pour le coup, les jeunes, ils sont complètement prêts à le vivre, complètement prêts à le faire. On a juste besoin aujourd'hui d'inventer et de populariser effectivement des applications, des outils qui permettent effectivement de refaire naître ces communs et de permettre à toutes ces jeunes générations, là je rejoins tout à fait ce que vous disiez, de pouvoir, injecter leurs valeurs qui sont beaucoup plus centrées sur le développement personnel, apprendre, pour nous aider en fait à nous transformer. Voilà. C'est une alliance aussi à créer entre les générations. Et juste donc un ou deux exemples d'applications ? Oui, désolé. Là, je pourrais te parler de toute la chaîne RH. Aujourd'hui, en fait, plutôt que de recruter par des offres et par des CV, par exemple, il y a des applications comme Coxibee, SolarGame, etc., qui font de la mise en situation. Ça, c'est vraiment, on croit beaucoup au lab. Que demain, en fait, recruter des talents, c'est plus réduire les choses à une dimension, mais c'est vraiment parler du projet d'entreprise, parler de la raison d'être et attirer en fait les jeunes talents par ce biais-là et de les immerger dans des mises en situation où de façon pragmatique, on va mesurer en fait leurs compétences, leurs qualités par des jeux en fait. Ce sont quasiment des jeux vidéo en fait le recrutement demain. La manière de développer aussi va complètement changer. En fait, on va intégrer ces jeunes dans les entreprises de façon différente. On va les développer de façon différente aussi. Ça sera plus des formations longues. Lourde, rigide, mais ça sera quasiment apprendre en permanence, du micro-learning. Ça sera surtout en fait valorisé à la façon dont les compétences progressent, comme dans un jeu vidéo en fait. On voit son avatar qui progresse au fur et à mesure qu'on réalise des quêtes. Et en fait, là, à travers les projets qu'on va réaliser au quotidien, professionnellement, on va se rendre apprenant. Voilà. Et on va voir son avatar progresser. Donc il y a aussi des applications au sein du lab qui permettent de faire ce genre de choses, qui permettent de granulariser les savoirs, de les rendre beaucoup plus accessibles. Voilà. Donc il y a vraiment encore une fois, je peux en parler des heures, mais allez sur le site du lab, vous verrez sur labrh.fr, il y a les 350 startups. Il y a un atelier cet après-midi aussi, un atelier collaboratif sur le bien-être, effectivement. Qui vont sur bien-être et qualité de vie au travail, où justement il y aura des applications et qui va vous montrer un peu ce qui bouge. Alors, on a la chance, on a la malchance et la chance. Corinne Lepage n'a pas pu venir, mais on a la chance d'avoir Jean-Charles Lardic. J'en profite pour saluer aussi Robert Assante, qui est vice-président à la ville de Marseille au développement durable. Donc Jean-Charles Lardic, vous êtes directeur de la prospective. Et vous parlez de transition juridique. Qu'est-ce que ça veut dire la transition juridique et en quoi elle est importante avec des exemples concrets ? Avec des exemples concrets. Bonjour à tous. Effectivement, Corinne Lepage a travaillé sur
sur ce concept qui a pris corps à l'occasion de la Medcop de Tanger qu'organisait Gilles Béraud il y a 1 an et demi. En tant qu'ingénieur des ponts, je ne peux qu'être sensible à ces images des ponts et constater que dans l'innovation sociale, on rencontre quelquefois des difficultés qui sont de véritables barrages, des barrages juridiques. Le nombre de gens, de porteurs d'initiatives qui nous disent « Ah, je veux faire ça, c'est bien pour tous, c'est bien pour l'humanité », mais le droit l'interdit. À force d'entendre ça, on s'est dit « Non, on va arrêter de dire le droit l'interdit, ce n'est pas le droit qui interdit, le droit c'est une discipline, c'est les cadres juridiques actuels qui interdisent effectivement un certain nombre de choses. Et si ces cadres juridiques interdisent l'innovation sociétale, eh bien il faut prendre les choses en main et les transformer et les faire évoluer. » Et c'est là qu'effectivement, les explications... C'est vrai que le droit interdit énormément de choses parce que on vise tous ici un monde qui est axé sur le local, sur les transversalités, sur les synergies, sur une certaine dématérialisation du bien-être grâce à un usage maîtrisé du numérique. Et puis, en fait, on a des systèmes juridiques qui sont basés pour protéger l'ancien monde, ce monde qui, lui, n'est pas du tout horizontal, mais vertical, cloisonné par la pensée, cloisonnement des modes de fonctionnement, cloisonnement des professions, avec des modèles la plupart du temps centralisés, concentrateurs et mondialisateurs de profits, basés sur l'hyperconsommation. Donc le droit, fatalement, n'est pas adapté au chemin nouveau que nous souhaitons tous adopter, et il faut le transformer. 2 convictions. Le droit ne changera pas tout seul. C'est trop... effectivement, cette bascule, ce n'est pas de l'évolution incrémentale, comme on dit. Donc il faut prendre les choses en main. 2e conviction, qui mieux que les acteurs locaux que nous sommes, pas forcément juristes, sont capables de constater au quotidien ces blocages juridiques, de les rassembler, de les préanalyser et de porter auprès des États des revendications d'évolution du droit pour permettre à l'univers, au monde que nous souhaitons, d'émerger. C'est là que nous avons créé, donc à Marseille, entre le barreau et la ville de Marseille, la commission méditerranéenne de réflexion prospective sur la transition juridique, dont le rapport est disponible sur transition.juridique@gmail.com, vous nous le demandez, qui a fait des premières propositions aux États. La première, c'est soutenir la Déclaration universelle des droits de l'humanité que Corinne Lepage devait présenter. Une deuxième, c'est dédiaboliser le principe de préférence locale. Actuellement, préférence locale veut dire délit de favoritisme, veut dire prison. Il y a plein d'arguments, et pas seulement les analyses de cycle de vie, qui justifient. Oui, un exemple, c'est effectivement écrire, reconnaître au plan international, dans les règles sur la concurrence, la notion de préférence locale pour faire basculer le fardeau de la preuve. C'est vraiment des changements de sens du droit. Un autre exemple, c'est une revendication pour que les territoires puissent exercer des règles de souveraineté publique sur les espaces numériques qui interagissent avec eux. Exemple, inscrire dans la Constitution des États cette règle. Exemple d'application qui pose problème, c'est facile, vous les connaissez tous. Quand Waze ou Google Maps décident que nous invitent à utiliser des détours qui vont nous faire traverser des quartiers tranquilles, qui ne sont pas destinés à la circulation, eh bien effectivement, il y a une interférence des algorithmes numériques avec les politiques publiques. Les villes, les métropoles créent des plans de circulation, aménagent des voiries. Ce n'est pas pour que l'ensemble de son territoire soit rempli de voitures. Donc là, il faut que les collectivités aient le droit d'interdire l'usage d'algorithmes qui font traverser des zones qu'on a décidé auxquelles on a décidé de conserver une certaine tranquillité. Des interférences, on en a. On peut imaginer, par exemple, avec la réalité augmentée, on l'utilise à Marseille. Effectivement, on voit un monument, puis on a le programme du théâtre ou d'un cinéma ou l'histoire d'un monument public. Eh bien, il faut savoir que ça risque d'être tagué par le numérique. Il faut pouvoir mettre les mêmes dispositifs d'amende sur les espaces numériques que si c'était un tag dans la vie réelle. Donc les exemples sont multiples du besoin d'intervenir. On régit l'urbanisme, mais quand on sait qu'on passe 50% de son temps et de sa vie dans les espaces numériques, eh bien effectivement, il faut aussi pouvoir éviter. Il faut pouvoir les régir de la même façon qu'on régit les territoires réels. Sinon, on a des risques énormes de
Ce n'est pas seulement la question de données personnelles, de ciblage marketing, ça, tout le monde s'en occupe. Non, des questions d'appauvrissement des territoires réels, parce qu'on va créer des espaces de rencontres ciblés, et on n'aura plus des maisons pour tous qui réuniront tout le monde. On n'aura plus une visite des Calanques avec un animateur du club alpin français. On sera entre internes en médecine avec une application qui nous dira on peut se réunir, on va tous ensemble, entre nous, entre soi, visiter les Calanques, on se donne rendez-vous à telle heure et au lieu d'être avec des gens qu'on ne connaît pas, le sac à dos, la bouteille de rosé, on sera entre nous, on n'aura plus besoin forcément de l'animateur puisqu'on aura déjà sur notre outil numérique, et on ne peut pas le critiquer, une suggestion d'itinéraire moins exposée en fonction de la météo, et en regardant, on aura toutes les plantes qui nous seront indiquées. Blablacar, le covoiturage doit être lancé à l'initiative des collectivités publiques pour que le covoiturage déjà puisse être associé. Je parle du covoiturage en temps réel, celui qui n'existe pas encore et qu'il faudrait lancer, sur lequel les collectivités publiques devraient prendre la main avant que ce soit uniquement... Ce qui me gêne, la captation du profit, parce qu'on a beaucoup parlé dans le numérique. Voilà. Tu me demandes des exemples, je peux continuer. Covoiturage ? Ben, qu'est-ce qui se passe sur le covoiturage ? Risque de ne pas favoriser les transports publics. Par exemple, proposer systématiquement des algorithmes qui vont pas conduire vers une bouche de métro alors qu'on pourrait continuer en métro. Deuxième aspect, les communautés fermées. Il faut se rendre compte que maintenant, les lieux de rencontre des populations, maintenant que effectivement une ségrégation se produit, avec le covoiturage en communauté ouverte, on a la sécurité de faire monter dans sa voiture quelqu'un qui a montré patte blanche, carte bleue, etc. pour partage des frais, mais qui est un parfait inconnu. Une demi-heure le matin, une demi-heure le soir avec des inconnus. En termes de brassage social, c'est énorme. Et si demain, effectivement, moi je suis avocat, alors je prends uniquement le réseau d'avocats et je ne monte que dans la voiture d'un avocat. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu imagines les pertes en termes de sociabilité autour desquelles on passe si effectivement on n'a pas un bon partenariat public-privé sur un certain nombre de choses. Voilà. Merci. Vous vouliez réagir ? Non ? Pas de réaction ? Vous n'êtes pas obligé, hein. On arrive à la fin. Non, j'avais juste un commentaire tout à l'heure parce que je fais des ressources humaines et ça me tient à cœur. On parlait des déchets tout à l'heure. Hein. Notre ami anglais nous précisait qu'on pouvait rêver d'une ville sans déchets et je pense qu'on y sera un jour. Et le problème que ça pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire des éboueurs ? Alors, c'est un peu provocateur, mais en même temps, c'est le problème posé par l'adaptation des compétences au monde futur, qui est un vrai problème de développement durable. Comment on va faire en sorte que l'ensemble des personnes qui vont être bousculées dans leur métier par l'arrivée de l'intelligence artificielle, par l'arrivée de l'industrie 4.0, par l'arrivée de la digitalisation à outrance, par la globalisation, il faudra, et je pense que c'est un vrai sujet de co-développement entre les institutions académiques, le politique, les entreprises, comment se préparer à ces changements fondamentaux, et c'est long, et ce n'est pas immédiat, et ça demande un effort collectif. Oui, mais le recyclage génère... Voilà, tout ça va générer des métiers différents, et je pense que c'est un des grands enjeux du futur pas très lointain. Comment on s'adapte ? Alors, on est sur Quand entreprises et territoires se réinventent. On a Jérôme Germasson, qui est directeur de Canopée, une agence de communication, mais qui a repris une Bastide, où il y avait 5000 enfants qui partaient en vacances, c'était des enfants défavorisés, et la Bastide était payée par les loyers d'une maison de retraite. Patatras, la maison de retraite des ménages, plus de personnes pour payer la Bastide, donc la Bastide doit fermer, ou être mis aux normes avec 500 000 euros. Lui, il a dit, on ne va pas la fermer, on va faire partir 10 000 enfants chaque année, et on va trouver 2,5 millions d'euros. Comment ça s'est passé ? Ça a été un peu difficile. Il nous a fallu une Olympiade en fait pour y arriver. Ça a duré à peu près 4 ans. Pendant 4 ans, on a tourné un peu dans tous les sens pour arriver à trouver des solutions. On avait 70 ans d'ancienneté avec l'association. On avait 70 lits. 70 lits, ce n'est pas une taille critique qui nous permettait de vivre. Pour arriver à avoir une taille critique, il fallait à peu près 150 lits, ce qui nous donnait la possibilité de vivre de notre activité. C'était pas possible. Moi, j'ai repris la tête de l'association à ce moment critique-là, où on avait effectivement ces 400 000 euros à dépenser pour se mettre juste aux normes sur le bâtiment
de 70 lits qui n'était déjà pas à la taille critique, plus le nouveau bâtiment qu'on prenait sur les bras, qui faisait 2500 mètres carrés, qui était dans un état pitoyable et qu'il fallait remettre aux normes, remettre en état. Il y en avait effectivement pour 2,5 millions, 3 millions d'euros. Donc le choix qu'on a fait, c'était, il était simple, hein, c'était mourir ou se réinventer. Donc on a préféré se réinventer en fait. Et là-dessus, on a pu le faire parce qu'on est resté. On a eu un collectif qui nous a accompagnés. C'est parce que surtout on n'était pas seuls. Il y a des bénévoles, on a eu des assistants, on a eu les IA qui nous a beaucoup aidés dans notre dispositif. Qui est ZIA, ouais, c'est plus que ça. En fait, c'est de l'ingénierie aussi financière de projet. On s'est cassé la tête ou le nez pendant 4 ans avec les banques qui ne voulaient pas nous financer parce qu'une association, franchement, on n'aime pas les financer. On avait beau avoir en bâtiment, avoir les garanties, etc. Vraiment, ça ne les intéressait pas. Mais le fait qu'on ait été accompagné par ESIA, en fait, on a travaillé avec eux notre business model. On en a fait 19. On a trouvé un finalement. Le fait que ce soit validé, on va dire, par ce tiers, nous a permis après de débloquer la situation. La situation, on l'a débloquée avec un montage financier un peu original. On a fait une VFA, c'est-à-dire qu'on a vendu une partie. La partie qu'on a gardée... Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Après, il y avait une partie RSE, effectivement. On a réussi à attirer 1 million d'euros, 1,5 million d'euros, et on ne voulait vraiment rien lâcher sur la RSE. Donc, on a fait vraiment une rénovation avec un bâtiment BBC Rénovation, avec une des plus belles installations solaires de la région, avec des solutions de chauffage et de rafraîchissement par les plafonds. On a fait beaucoup de upcycling aussi. Quand on n'avait pas les sous, on a trouvé un partenariat avec un hôtel 4 étoiles qui changeait de mobilier. Donc, on a récupéré ce mobilier, on l'a poncé, on l'a peint, on l'a mis à nos couleurs. Et du coup, on peut dire qu'en plus de ça, on est meublé 4 étoiles. Et on ne voulait vraiment pas lâcher notre pourquoi, notre raison d'être, qui était d'accueillir des gamins vraiment de toutes origines et depuis 70 ans, d'être ces fabricants de beaux souvenirs. Et ce pourquoi-là, du coup, il a fallu le marier avec d'autres pourquoi. Donc, du coup, on s'est ouvert et on accueille des entreprises, on accueille des adultes, on accueille des familles. On va dire que le fil directeur, c'est se réunir. Et on a bien accueillir des groupes, en fait. Notre objectif et notre objet maintenant, c'est d'accueillir des groupes, des gens qui ont envie de changer leur présent et leur futur en séjour dans un endroit qui est éco-rénové et qui travaille avec de l'écologie à la fois sur le bâtiment et de l'écologie dans la relation humaine aussi. Et on est des fabricants de beaux souvenirs, on veut l'être encore pour 70 ans. Merci. On voulait vous montrer cet exemple parce que parfois, quand on se dit ça ne marche plus et qu'on a envie de laisser tomber, et bien parfois, non seulement il ne faut pas laisser tomber, mais il faut voir encore plus grand. C'est que peut-être parfois, si ça ne marche pas, c'est qu'on est trop petit et qu'on n'a pas vu assez grand. Et je trouve que c'est un bel exemple. C'est comme nous, on a été à un forum régional, on tournait en rond, on est devenu un forum national. C'était quelque chose de très compliqué à faire. Et voilà, et aujourd'hui on l'est, et vous avez vu, on est parrainé par le ministre. Donc voilà, ça demande beaucoup plus de moyens, ça demande beaucoup plus, mais finalement, ça crée du sens. Et en fait, voir plus grand permet de créer du sens. C'est pour ça qu'on voulait vous faire témoigner là-dessus. On arrive à la fin de notre table ronde. Est-ce que vous avez des choses à dire qui sont importantes, que vous n'auriez pas dit? Joël? Une petite dernière pour la route. Juste, je réfléchis tout à l'heure à la question de notre anglais fou, là, tout à l'heure, parce qu'on n'a pas répondu. C'est comment on fait changer les comportements. Et pas comment on fait changer en anglais. Voilà, ça, non, et ça c'est important. Mais je crois qu'il n'y a pas de secret miracle, mais de miracle ou de solution miracle. Il y a un point qui est important qui me paraît, c'est qu'on arrive et ça, là on a, je pense, dans les entreprises un rôle, et aussi les artistes ont un rôle, et aussi les gens qui travaillent l'imaginaire. Et si on arrive à présenter des modes de consommation responsables et de les rendre sexy, attractifs, donc en gros à présenter un futur désirable, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, pour être clair, on arrivera sans doute à modifier les comportements du consommateur, du citoyen et du salarié. Et c'est le même. En même temps, la grosse complexité, c'est qu'on est tous schizophrènes 3 fois. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses cohérentes en tant que citoyen, en tant que salarié et en tant que consommateur. Et donc, pour que ce soit cohérent, c'est d'arriver à présenter des imaginaires désirables d'un futur qui ressemble à quelque chose de cohérent. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il faut arriver à faire. Et les entreprises travaillent très peu sur l'imaginaire en réalité. Elles travaillent beaucoup sur le rationnel. Et c'est à nous aussi de présenter des imaginaires d'un monde un peu plus responsable et durable. Et puis d'arriver à convaincre les 3 cerveaux qui sont chez nous. Les 3 cerveaux? Consommateurs, citoyens et salariés aussi. D'accord, très bien. Merci. C'est bon? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On peut les applaudir.
Je voudrais saluer quelque chose qui est rare et qui est important. C'est que tous les partenaires institutionnels qui étaient présents sont restés jusqu'au bout. Donc merci monsieur le conseiller régional, madame la directrice régionale d'Adréal et monsieur le directeur régional adjoint de la Directe d'être restés avec nous et le vice-président aussi de développement durable de la ville de Marseille. Vous avez d'autres ateliers. Il y a une autre plénière ce soir. Je profite. Il y a Édouard Debreuil qui interviendra. Édouard Debreuil, c'est l'homme qui a inventé les restaurants dans le noir. Et il a une super phrase, c'est que les restaurants dans le noir, il y a 50% de malvoyants qui travaillent dans son entreprise. Et en même temps, il récupère de l'argent pour éclairer l'Afrique. Donc ce sont les non-voyants qui éclairent l'Afrique. C'est les non-voyants qui éclairent le monde des voyants. Je trouvais ça intéressant. Il y a Catherine Chabot, navigatrice émérite, qui a fait 50 000 courses, qui est là, qui sera aussi là cet après-midi. Alain Valdener, Alain Matési, l'homme qui a supprimé les sacs en plastique en France et qui vous expliquera comment il a fait. Et bien entendu, j'en ai oublié un. C'est terrible, ça ne me revient plus. Bon, enfin, regardez le programme. Voilà. Merci à vous pour être là et merci pour votre soutien. Très bonne journée.